Bonjour à tous, donc merci de partager ce moment avec moi. Je vais essayer de faire une présentation d'une dizaine, quinzaine de minutes pour qu'on ait une quinzaine de minutes d'échange derrière. L'objectif de cette présentation, ce sera un peu de vous partager quelle vision on a au sein de Pour un réveil écologique. Donc, je parle au nom de ma personne, mais c'est une vision qui est partagée par beaucoup d'entre nous sur le rôle de l'hydrogène, le rôle que va avoir l'hydrogène à moyen terme, donc pour la décarbonation de notre société notamment. Donc, je pense qu'on peut passer slide suivante. Ouais, encore. Du coup, que je me présente rapidement et que je présente Pour un réveil écologique. Donc du coup, je m'appelle Malo Benoît, je suis encore étudiant entre l'École normale supérieure à Saclay, IFP School et l'ESTACA, qui est une école d'ingénieurs spécialisée dans les transports. Et j'ai rejoint, il y a à peu près 2 ans, le collectif Pour un réveil écologique. Donc Pour un réveil écologique, qu'est-ce que c'est ? C'est un collectif d'étudiants et de jeunes diplômés qui fait suite à un manifeste qui a été publié en 2018 et signé par un peu plus de 35 000, 40 000 personnes, 40 000 étudiants de environ 400 écoles différentes, donc principalement en France, mais également à l'étranger, et qui fait un constat simple, qui est que nous, aujourd'hui, en tant qu'étudiants, on n'est pas suffisamment formés aux enjeux qu'on va rencontrer demain liés à la transition écologique. Ah. Je vais continuer quand même. On n'est pas suffisamment formés aux enjeux de la transition écologique, et d'autre part, on a eu un rôle en tant qu'étudiant qui est qu'on n'a plus forcément envie d'aller travailler demain dans des entreprises qui ne respectent pas nos convictions écologiques. Donc c'est un constat qui a été assez largement partagé. Et du coup, depuis la publication du manifeste, on a décidé de se structurer en collectif pour mener des actions, dans un premier temps, du coup, avec l'enseignement supérieur et la recherche, sur un peu la transformation des programmes, travailler au contact des étudiants pour et les sensibiliser à ces sujets-là et les préparer un peu mieux pour leur entrée sur le marché du travail de demain. D'autre part, on travaille également beaucoup avec du coup, les employeurs qui vont venir embaucher ces étudiants en sortie d'école ou d'université pour justement leur faire prendre conscience que nous, en tant qu'étudiants, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, la prise en compte des enjeux climatiques, et que aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde dans une recherche d'emploi. Du coup, on arrive vraiment à les challenger sur ces sujets-là pour essayer de faire un peu bouger leur position. Et on a récemment aussi lancé un projet qui sert à l'orientation des personnes qui veulent se reconvertir, donc soit pour des étudiants qui cherchent un peu leur voie dans ces questions-là, ou soit des personnes qui travaillent justement dans des métiers qui ne respectent pas complètement leurs convictions pour les aider un peu à se réorienter dans des sujets un peu plus sobres. Donc l'objectif aujourd'hui, comme je l'expliquais, c'est de partager un peu la vision qu'on a de l'hydrogène. On peut passer à la slide suivante. Donc aujourd'hui, selon nous, on est dans une situation d'urgence climatique. Et pour pallier à cette urgence-là et pour respecter nos objectifs climatiques, pour essayer de garder une planète vivable à moyen et long terme, il faut qu'on mette beaucoup d'efforts à la décarbonation de notre société. Et cette décarbonation-là, on entend souvent qu'elle va passer par l'hydrogène. Et c'est un constat qu'on partage, mais aujourd'hui on entend que l'hydrogène c'est un peu magique, ça permettrait la décarbonation de tous les secteurs, et c'est là où nous on a un peu plus de mal. Donc je vais essayer de vous expliquer ça, de vous expliquer qu'est-ce qu'il en est réellement, vers quels usages flécher les flux d'hydrogène, et comment est-ce que, je vais vous parler un peu comment est-ce qu'on peut réussir à arbitrer ces usages-là. Du coup, pour cette présentation, je me suis basé sur quelques sources, donc on va le revoir un peu plus tard, mais notamment un article de Carbone 4 qui a été publié il y a un peu plus d'1 an. Donc Carbone 4, c'est un cabinet de conseil un peu engagé qui a fait une publication sur quels usages à moyen terme pour de l'hydrogène décarboné. Du coup, aujourd'hui, si on regarde un peu la chaîne de valeur de l'hydrogène, on peut voir qu'une grande partie de l'hydrogène produit provient de sources fossiles, donc c'est ce qu'on peut voir sur la gauche, donc à très très grande dominante gaz naturel et charbon, mais également un peu d'hydrogène qui est coproduit au sein de l'industrie chimique. Donc je pense que ça, vous en avez déjà beaucoup entendu parler, donc je pense qu'on peut aller un peu vite là-dessus. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut en retenir, c'est que la production d'hydrogène est énormément carbonée, extrêmement carbonée. Et du coup, un des enjeux clés de cette industrie-là, ça va être de la décarboner. On peut voir à droite les principales sources d'utilisation actuelles. Donc beaucoup pour le raffinage du pétrole, donc pour faire des carburants en grande majorité. De l'ammoniac. Donc l'ammoniac, c'est un sujet qui va avoir d'énormes enjeux pour demain. L'ammoniac, c'est ce qui permet de produire les engrais. Donc aujourd'hui, on sait qu'on est plus de 8 milliards sur Terre et que les surfaces agricoles diminuent de plus en plus. Du coup, il est important d'optimiser leur fonctionnement. Donc ça passe notamment par l'ammoniac. Après, les autres sources principales d'usage,
Donc ça va être pour faire du méthanol, donc des carburants. On peut voir que 4 mégatonnes, donc ce graphique date de 2019, mais il n'a pas tant changé depuis, il provient d'un rapport de l'IEA. 4 mégatonnes proviennent de la réduction directe du fer. Donc on va le voir que c'est un usage qui est voué à se développer dans les prochaines années. Et aujourd'hui, l'usage dont on entend énormément parler dans tous les médias, etc., les transports, on se rend compte que c'est vraiment anecdotique, moins de 0,01 mégatonnes d'hydrogène. Donc si on se penche un peu plus sur la production, on peut passer à la slide suivante. Les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête, c'est aujourd'hui à l'échelle mondiale, donc ça varie énormément selon les sources, mais on est aux alentours de 100 mégatonnes d'hydrogène produit et consommé. Donc 100 mégatonnes, ça sort d'un rapport de l'IEA. On lit beaucoup de choses. En 2022, j'ai lu 3 études, une qui parlait de 70 mégatonnes, une de 100 et une légèrement supérieure de 150, je crois. Mais l'ordre de grandeur, c'est une centaine de mégatonnes à immense dominante fossile. Donc plus de 80% est produit à base d'énergie fossile, donc soit à partir de gaz naturel, par vaporoformage, ou soit à partir de charbon. Je vous parlais tout à l'heure de l'hydrogène qui était coproduit, donc c'est notamment dans les raffineries, lors de réactions chimiques, se dégage de l'hydrogène, donc on peut réussir à récupérer. Et du coup, par exemple, pour l'exemple des raffineries, ils utilisent de l'hydrogène pour produire leur carburant, et cette réaction chimique va produire de l'hydrogène à nouveau. Du coup, ils peuvent le récupérer et ça boucle. Aujourd'hui, donc l'hydrogène bas carbone dont on entend énormément parler, on se rend compte que c'est une proportion vraiment infime de la production, donc c'est de l'ordre de 0,5%. Sur le graphique, on voit 0,7%. Donc ces 0,7%, ils se décomposent entre moins de 0,1% qui vient d'électrolyse de l'eau, donc de l'hydrogène vert dont on entend régulièrement parler. Donc on prend une molécule d'eau, H2O, et on va décomposer les molécules pour obtenir d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté de l'oxygène. Et la seconde source, c'est de la production à partir d'énergie fossile avec de la capture carbone. Donc ce carbone, après, soit on le stocke, soit on l'utilise pour d'autres usages. Mais aujourd'hui, c'est 0,6% selon ce graphique. En réalité, tout cet hydrogène ne va pas être considéré comme bas carbone. On va le voir sur la slide suivante. On va être un peu moins que ça, car les taux de capture aujourd'hui ne sont pas suffisants sur toutes les installations pour être catégorisés comme hydrogène bas carbone. Donc voilà un peu, c'est un graphique un peu compliqué sur la gauche, mais qui montre toutes les sources de production aujourd'hui qu'on a d'hydrogène. Tout en haut, on va avoir les sources à partir de charbon, donc sans capture carbone, avec un taux de capture de 93%, avec un taux de capture de 98%, du gaz naturel, pareil, sans capture carbone, avec un taux de capture carbone de 60%, 93% et 99%, puis l'électrolyse et enfin la biomasse. On peut voir sur ce graphique-là, donc j'ai représenté avec une barre rouge la barre symbolique de l'hydrogène bas carbone. Hydrogène bas carbone, ça veut dire hydrogène avec une émission sur la chaîne de valeur de moins de 3 kg de CO2 équivalent par kilo d'hydrogène produit. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très faible, cette barrière-là, et du coup, ça ne permet pas d'avoir un stock qui est gros d'hydrogène bas carbone. Donc on peut voir sur le graphique que les seules sources qui permettent cela, donc c'est l'électrolyse, comme on le disait. L'électrolyse, par contre, c'est bien, ça fait de l'hydrogène bas carbone, mais ça demande énormément d'énergie à faire. Donc quand on parle d'énormément d'énergie, il y a une comparaison qui m'est restée en tête et que j'aimerais partager avec vous parce que je pense que c'est un bon ordre de grandeur à avoir en tête. Pour produire 1 kg d'hydrogène aujourd'hui à base d'électrolyse, on a besoin de 52 kWh d'énergie, d'électricité environ. 52 kWh, c'est pile la taille d'une Renault Zoé, de batterie d'une Renault Zoé. Une Renault Zoé, donc c'est une petite citadine électrique qui peut faire aux alentours de 380-400 km. Et avec ce kilo d'hydrogène produit, une voiture hydrogène pourrait faire moins de 100 km. Donc je pense que c'est un peu un ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. C'est que, ok, c'est super, mais en fait, c'est un gouffre énergétique. Et du coup, c'est ce qui nous emmène à la slide suivante, qui est qu'aujourd'hui, on n'aura pas assez d'hydrogène bas carbone pour tous les usages. Aujourd'hui, il va falloir rationaliser. Donc là, sur le graphique de gauche, on peut voir tous les projets d'hydrogène à 2030, donc qui sont prévus à 2030. Les pointillés rouges, ça symbolise des projets qui ont été annoncés, mais il n'y a aucune étude de faisabilité qui a été faite dessus. Du coup, c'est vraiment des projets qui sont là, mais on ne sait pas s'ils vont voir le jour. On peut espérer que ce graphique va avoir un peu la hausse avec toutes les politiques actuelles, mais dans tous les cas, ce ne sera pas révolutionnaire. Si on prend les meilleurs scénarios de ce graphique, on peut voir qu'on aura environ 35 mégatonnes d'hydrogène bas carbone en 2030, sur les plus de 100 mégatonnes de consommation qu'on en a aujourd'hui. Donc ça fait à peu près un tiers de la production.
Aujourd'hui, nous, le constat qu'on a fait, il est que justement cet hydrogène bas carbone, on n'en aura clairement pas assez pour toutes les utilisations. Et du coup, il va être important de flécher les usages, d'orienter les usages pour les usages qui ont le plus fort impact décarbonant. Et du coup, pour faire cela, il est nécessaire d'arbitrer les usages. Donc si on regarde la slide suivante, aujourd'hui, nous, on a identifié 2, voire 3 trois sources d'arbitrage qu'on peut faire. Donc dans un premier temps, regardez si on ne peut pas faire d'alternative. Aujourd'hui, il est très clair qu'utiliser l'électricité directement est beaucoup plus efficace et demande beaucoup moins d'énergie que de passer par de l'hydrogène. Donc ces applications, on les voit beaucoup et dans le résidentiel. Donc on entend parler de projets d'hydrogène pour alimenter des quartiers à base de stockage d'énergie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on a des rendements qui sont vraiment médiocres. Et du coup, ce n'est pas forcément les meilleurs usages vers lesquels il faudrait flécher ces flux. Une deuxième possibilité d'arbitrage, donc justement, c'est la note que Carbone 4 a publiée, dont je vous parlais au début, qui a introduit la notion d'intensité décarbonante de l'hydrogène. Donc c'est une notion qui est vraiment assez intéressante, qui est de regarder l'impact qu'aura cette tonne d'hydrogène sur les émissions de gaz à effet de serre d'un certain usage. Donc on va parler en tonnes de CO2 évitées par tonne d'hydrogène consommé. Et du coup, ça permet vraiment de pouvoir comparer tous les usages afin de flécher justement là où c'est réellement nécessaire et là où on en a le plus besoin. Donc voilà la définition qu'ils en donnent. Le pouvoir unitaire de décarbonation désigne la proportion de réduction d'empreinte carbone que permet l'hydrogène bas carbone au sein d'un usage. Donc maintenant, on va essayer de se pencher un peu plus sur les usages, donc, qui est un peu le cœur de la présentation, sur quels usages sont nécessaires, quels usages il va falloir développer, et quels usages, au contraire, on pense qu'il y a d'autres alternatives qui peuvent être plus crédibles et qui ne vont pas demander d'hydrogène bas carbone en quantité abondante. Donc voilà assez rapidement les grandes conclusions qui sont tirées de l'étude de Carbone 4. Donc on peut voir ce qui est vraiment remarquable sur ce graphique, c'est qu'aujourd'hui, les sources où il est nécessaire d'avoir de l'hydrogène dans les prochaines années sont les consommations qui sont déjà développées aujourd'hui. Donc ça va être pour la production d'ammoniac, pour la production de méthanol, pour la réduction directe du fer, donc qui permet vraiment une forte décarbonation des aciéries. Et pour le raffinage, ils ont mis peut-être nécessaire, car aujourd'hui, comme je l'expliquais au début, c'est une boucle en fait, et du coup, ils produisent sur place ce qu'ils consomment en grande partie. Du coup, ce n'est pas forcément les usages qui vont le plus se développer. Un autre point qui est assez remarquable sur ces conclusions-là, ça va être surtout l'aspect mobilité. L'aspect mobilité, donc c'est aujourd'hui ce qui touche le plus grand nombre d'entre nous de ce graphique-là, et c'est pour ça qu'on en entend le plus parler, notamment avec la voiture hydrogène. Ce tableau-là, ne prend pas du tout en compte la voiture hydrogène, tout simplement car aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a un consensus dans tous les milieux scientifiques qui dit que, en fait, la voiture électrique fait très très bien le travail et a besoin d'un rendement énergétique beaucoup plus élevé et du coup est beaucoup plus intéressante pour la décarbonation de notre économie. Et si on regarde en analyse de cycle de vie, on voit qu'un véhicule hydrogène ne décarbonerait pas du tout suffisamment l'automobile. Donc pour l'aspect mobilité, ils sont concentrés sur ferroviaire, poids lourd, maritime et aérien. Donc si je prends à l'envers, l'aérien, on en entend énormément parler, mais aujourd'hui on ne va pas avoir forcément d'hydrogène en tant que tel dans des avions, ou alors ce sera vraiment pour des usages très précis, donc des petits avions à pile à combustible, c'est vraiment pour des avions de moins de 20 personnes, et avant que ça se développe honnêtement, la maturité technologique n'est pas du tout au point pour ces usages-là. Et du coup, je crois que vous avez eu une intervention là-dessus hier, mais je crois que les avions à pile à combustible, ce n'est pas avant 2040-2050 que ça devrait se développer. Au contraire, il y a les Sustainable Aviation Fuel qui comportent des e-fuels. Donc des e-fuels, qu'est-ce que c'est ? Très simplement, schématiquement, on prend une molécule d'hydrogène qu'on va combiner avec une molécule de CO2 et ça va nous donner, en modulo les chaînes carbonées, des carburants de synthèse qui peuvent permettre la propulsion de ces avions-là. Du coup, ce poste de consommation va vraiment être indispensable pour décarboner le secteur aérien. À moyen terme, on estime que les demandes d'hydrogène pour ces usages-là vont beaucoup se développer à partir de 2035. Donc aujourd'hui, les premiers avions à SAF, comme on dit, commencent à se développer, mais c'est des petits taux d'incorporation et on va monter en usage petit à petit. On estime que ça va vraiment être à partir de 2035 que ça va se développer à grande échelle. Pour ce qui va être du maritime, c'est un usage aussi qui est très intéressant. Donc on entend beaucoup parler du maritime à hydrogène liquide, à hydrogène liquéfié.
sauf que je pense qu'on vous l'a beaucoup dit, mais il y a une grande difficulté qui est que l'hydrogène liquéfié, c'est moins 253 degrés. Au-dessus de moins 253 degrés, l'hydrogène bout et s'évapore. On n'arrive plus à le garder. Ils le mettent sous forme liquide pour avoir plus d'énergie dans un plus petit volume. C'est principalement ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, la maturité technologique pour ces usages-là n'est pas développée du tout. Et aujourd'hui, je crois que l'ordre de grandeur, c'est on n'arrive pas à garder de l'hydrogène liquide plus d'un quart d'heure au sein d'un bateau. Car ça demande tellement d'énergie pour refroidir les réservoirs qu'aujourd'hui, énergétiquement parlant, c'est pas rentable plus d'un quart d'heure. Pour le maritime, par contre, ce qui semble se dessiner, c'est on va beaucoup partir sur du e-ammoniac, e-méthanol et IGNL. Principalement e-méthanol et IGNL pour des questions de sécurité. L'e-ammoniac a beaucoup plus d'enjeux sécuritaires liés à ces usages-là. Du coup, on semble beaucoup plus se diriger vers de l'e-méthanol ou IGNL qui ont la même proportion de réduction de gaz à effet de serre pour cet usage-là. Ensuite, si on passe au transport terrestre, au transport routier, le ferroviaire, on semble se diriger vers une stratégie à immense dominante électrique. Donc il va y avoir un gros travail dans les prochaines années du développement de l'électrification des dernières voies qui ne sont pas encore électrifiées et pour les voies qui ne sont pas électrifiables. Il y en a pas mal pour des questions notamment d'environnement où par exemple les voies ne sont pas assez larges pour électrifier ces voies-là. On semble se diriger vers des trains à batterie plutôt que des trains à hydrogène, de par leur empreinte carbone qui est réduite, mais également par leur TCO, donc par leur coût total d'acquisition, qui est plus faible pour un train à batterie, dû au prix de l'hydrogène qui aujourd'hui est assez élevé. Les mêmes conclusions peuvent plus ou moins s'appliquer aux camions, où aujourd'hui on voit que les usages d'hydrogène pour les camions en tant que fuel cell, ça va vraiment se développer à la marge. Donc aujourd'hui, les pertinences pour ces camions-là sont évaluées pour des camions qui font plus de 500 km par jour, voire plus que 6 ou 700. Aujourd'hui, on estime que ça représente aux alentours de 30% de part de marché. C'est aux alentours de 30% des kilomètres parcourus par des poids lourds qui font plus de 500 km. Donc c'est vraiment à la marge. Et encore, tous ces usages-là ne vont pas forcément se développer à l'hydrogène, car comme je l'expliquais pour le ferroviaire, les coûts d'hydrogène vert vont être très élevés. Donc aujourd'hui, pour du transport terrestre, on va être aux alentours de 15 à 20 euros le kilo d'hydrogène. Donc ce qui est assez énorme et ce qui est voué à se stabiliser. On parle souvent de décroissance des prix, mais aujourd'hui on n'est pas sûr parce qu'en fait aujourd'hui, étant donné que la plupart de la production est faite à partir de sources fossiles et très carbonées, ça coûte très peu cher. Si on veut passer par de l'électrolyse, le coût va exploser et du coup à ce moment-là, le coût en station pour les consommateurs va soit augmenter, soit stagner. Mais il n'y a pas de diminution pour le coût de l'hydrogène vert si on veut mettre de l'hydrogène vert dans ces activités-là. Toute cette présentation est faite à partir de si on utilise uniquement de l'hydrogène vert. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout d'hydrogène carboné. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'utiliserait que 0,01% de la production actuelle. Enfin non, 0,5% de la production actuelle. C'est vraiment anecdotique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait développer l'hydrogène vert. Sauf que si on veut remplacer toute la production d'hydrogène actuelle par de l'hydrogène fait à partir d'électrolyse, j'ai fait des calculs de coin de table hier assez rapidement, ça demandera entre 3500 et 4000 TWh d'électricité par an. Aujourd'hui, 3500 à 4000 TWh, c'est la consommation électrique de l'Europe. Donc c'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, si on veut décarboner le secteur de l'hydrogène actuel, on a besoin de rajouter en production la production européenne d'électricité. Donc ce qui est vraiment conséquent. Et est-ce que c'est souhaitable? C'est une autre question. Une autre limite qu'on a identifiée, ça va être l'impact sociétal que vont avoir ces technologies-là, dont on n'a pas parlé ici, notamment sur, par exemple, l'aérien. Aujourd'hui, on pense que le secteur aérien est voué à décroître de par la consommation d'énergie conséquente de ce secteur-là, mais également par l'utilité sociétale qui aujourd'hui n'est pas forcément claire pour la plupart des transports en commun. Donc voilà, j'ai donné quelques pistes d'orientation pour réaliser ces arbitrages-là, mais en fait on se rend compte que ces arbitrages-là, ils ont déjà été réalisés pour beaucoup, juste on n'en entend pas beaucoup parler, mais dans pas mal de notes scientifiques, dans pas mal de rapports, ces conclusions ont déjà été faites. Donc si on regarde la slide suivante, notamment j'ai cru comprendre que lors du premier rapport, vous aviez une présentation de la stratégie française d'hydrogène, donc qui est actuellement en consultation. Mais les principales conclusions qui en ressortent sont qu'il y a eu des arbitrages qui ont été faits et qu'on partage en partie, même si nous, on serait allé un peu plus loin.
sur pas mal d'usages. Donc moi, la conclusion que je trouve très intéressante, c'est celle pour le secteur automobile, où ils disent clairement, à contrario, aucun cas d'usage pertinent ne peut se dessiner sur des véhicules particuliers pour lesquels les motorisations électriques à batterie sont donc sans regret. Donc aujourd'hui, ça veut dire que tous les usages dont on entend parler dans les médias, et en fait, ce n'est pas des usages qui sont voués à se développer selon la stratégie française hydrogène. C'est quand même un message qui est extrêmement fort qui est envoyé par le gouvernement en publiant ça. Et pareil pour le transport routier, où aujourd'hui, selon France Hydrogène ou des organismes comme ça, pour ne pas les citer, le transport routier est voué à s'orienter vers l'hydrogène en immense partie. Aujourd'hui, la stratégie française hydrogène dit que les dernières analyses sur l'utilisation de l'hydrogène pour le transport routier confirment que la pertinence de cette solution devra se mesurer non pas par segment, mais avant tout aux usages qui pourront en être faits face aux opportunités offertes par les autres motorisations, dont en particulier à batterie électrique. Donc aujourd'hui, ça va se développer, on en a besoin, mais ça va vraiment être des usages qui vont être à la marge et ça ne va pas être les usages principaux. Et aujourd'hui, nous, ce qui nous dérange un peu, c'est que les usages dont on entend toujours parler, c'est clairement pas les usages qu'il faudrait développer. Et il est indispensable, avant de développer des nouveaux usages, déjà de décarboner les usages actuels, décarboner la production actuelle, avant de vouloir partir sur des nouveaux usages. Un dernier point est qu'aujourd'hui, on parle d'hydrogène comme vecteur de décarbonation. Donc c'est un vecteur énergétique qui est très très intéressant. Mais sauf qu'avec l'hydrogène qu'on a actuellement, par exemple, si on mettait des voitures à pile à combustible, eh bien en fait, elles auraient une plus grosse empreinte carbone en analyse de cycle de vie, donc en prenant tout le cycle de vie en compte, de la production, de l'extraction des métaux jusqu'au recyclage, qu'une voiture thermique. Donc ça a une pertinence comparée aux voitures thermiques uniquement si c'est de l'hydrogène bas carbone, et ça reste beaucoup plus carboné qu'une voiture électrique. Du coup, c'est pour ça, nous, on pense vraiment qu'il faut mettre en arbitrage tous ces usages-là et tout comparer. Du coup, voilà un peu les principales conclusions qu'on a. J'ai essayé d'être assez rapide, assez synthétique pour qu'on ait un bon moment d'échange derrière ensemble pour en discuter. Merci. Merci pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Malo. Le temps passe toujours beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Donc, du coup, ce que je propose, c'est qu'on ait l'échange dans le total de la table ronde tout à l'heure. Mais en tout cas, okay. Merci beaucoup. C'était extrêmement clair. En tout cas, j'ai trouvé... Merci beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai tout compris. Donc, et ça nous donne, hein, vous le voyez, une autre manière d'aborder la question de l'hydrogène. Hein. Mon groupe, hier, là, sur l'équilibrage du réseau le disait déjà, on n'a pas exactement la tonalité entre le premier week-end et le deuxième week-end. Ben, c'est fait exprès. C'est pour que vous ayez justement l'ensemble des points de vue, l'ensemble des approches et que vous puissiez, à partir de tout ça, vous faire collectivement votre propre idée de cette opération. Alors, comme vous le savez, l'hydrogène, ça nécessite, en tout cas, la filière nécessite des métaux qu'il faut aller chercher sous terre. Donc on va parler des mines, mais avant que Christophe Poinceau et Yann Günzburger me rejoignent, ils sont là. Ben, vous pouvez commencer à descendre les escaliers et pendant ce temps-là, j'invite Bernard Cattelin, le nouveau président de Ingénieurs et Scientifiques de France, à prendre la parole pour vous dire quelques mots. D'une certaine façon, c'est votre nouveau président puisque vous allez tous finir par devenir ingénieurs. Et donc, merci en tout cas d'avoir pris... ou accompagner l'initiative de la jeune promotion de l'IESF pour que cette convention existe. Et merci d'être là aussi ce matin pour venir nous dire quelques mots. Merci, bonjour à tous. Donc, je viens d'être présenté, Bernard Cattelin. Je suis effectivement le nouveau président de l'IESF. Alors c'est tout récent, hein, ça date de mardi. C'est la première fois que j'interviens dans une des manifestations de l'IESF et je suis particulièrement heureux que ça soit dans ce contexte. Peut-être avant quelques mots de présentation. Donc, à côté de l'IESF, j'ai une activité qui n'est pas tout à fait une activité annexe puisque je suis membre du directoire de ce qui n'est plus la Société du Grand Paris. On a changé de nom il y a quelques jours maintenant. Société du Grand Paris, donc, qui est en charge de la réalisation du Grand Paris Express. Donc, ce projet qui est un peu plus qu'un projet puisque les lignes sont en cours de construction et les premières mises en service vont intervenir dès l'année prochaine, de 200 km de nouvelles lignes de métro autour de Paris
Et puis, on est devenu, donc, depuis le 28 décembre, la société des grands projets, puisque l'idée, c'est de profiter de l'expérience qu'on a en région parisienne pour développer les transports métropolitains, ce qu'on appelle les services régionaux express métropolitains, dans l'ensemble des métropoles de France. Donc, comment mieux utiliser les transports en commun. Alors, c'est évidemment pas le sujet d'aujourd'hui, mais bon, en termes de présentation, ça me paraissait utile de pouvoir me situer. Je suis donc également ingénieur polytechnique et école des ponts il y a maintenant évidemment quelques années. Je suis particulièrement heureux que cette première prise de parole elle se fasse dans ce contexte. Dans la profession de foi que j'avais écrit pour justifier ma candidature à la présidence de l'IESF, j'ai plusieurs convictions fortes. La première, c'est que les défis qui s'offrent à nous, les défis sociétaux, les défis environnementaux, on ne saura pas les résoudre sans avoir des ingénieurs qui se mobilisent sur le sujet et qui peuvent traiter ce type de sujet. Et donc le fait d'avoir des ingénieurs formés là-dessus, qui aient ce type de sensibilité, est un élément extrêmement important. L'autre élément de motivation, c'est qu'on est dans une société qui est une société de communication, avec des réseaux sociaux qui sont, pour beaucoup d'aspects, des avantages, mais qui ont aussi tendance à renvoyer la réflexion scientifique à des sujets, où quelque part les échanges sur les réseaux sociaux servent parfois de démonstration et nous éloignent quelque peu de la rigueur scientifique. Alors il ne s'agit évidemment pas de tout jeter à la poubelle en la matière, mais au contraire de faire en sorte de valoriser au mieux cette approche scientifique et de faire en sorte que les raisonnements que l'on peut tenir soient exposés au plus grand nombre et puissent nous faire avancer sur ces différents sujets. Et une de mes convictions, c'est que pour le faire, il faut parler un langage qui parle au plus grand nombre et donc quelque part pouvoir embarquer les plus jeunes générations dans ce type d'approche, de pouvoir leur faire interroger ce qu'est la conviction des ingénieurs et des scientifiques de façon à quelquefois la remettre en cause, en tous les cas la faire progresser, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui sur le sujet spécifique de l'hydrogène. Donc quelque part, je pense que c'est un exemple qui est extrêmement motivant, qui est extrêmement important pour ce qu'on a envie de faire à l'IESF. Et donc évidemment, pouvoir intervenir pour cette première intervention devant vous, je trouve que c'est un très très beau symbole. Et donc je remercie les organisateurs de cette convention de m'avoir donné l'opportunité de prendre la parole. Je pense que vous n'êtes pas là pour m'écouter sur le sujet. C'était simplement important pour moi de vous passer ce message. Encore une fois, ce que vous faites, je pense que c'est extrêmement fort, extrêmement important pour faire évoluer les choses sur ce sujet-là. Et je pense qu'on aura d'autres exemples sur lesquels on pourra s'inspirer. Et donc, pour être le plus efficace possible, je pense qu'il est temps maintenant de passer à la table ronde et de vous souhaiter une excellente journée en vous remerciant tous pour votre mobilisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais récupérer le micro, ou plutôt, tiens, donnez-le à Christophe Poinceau. Donc, venez, installez-vous tous les trois. Je crois que c'est Christophe Poinceau qui va parler en premier. Donc, deux exposés d'une quinzaine de minutes, et puis ensuite, on passera à la discussion avec nos trois invités. Christophe Poinceau, voilà, allez-y, peut-être 2 mots de présentation de qui vous êtes et d'où vous parlez. Et effectivement, si vous voulez voir les diapos, il faut que vous veniez avec moi. Je pense que vous pouvez vous asseoir parce que sinon... Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, ce matin. Donc, je m'appelle Christophe Poinceau, comme vous le voyez. Je suis actuellement directeur général délégué, directeur scientifique du BRGM, qui est un objet peu connu, mais néanmoins très important, puisqu'il s'occupe de tout ce qui concerne le sous-sol en France. Donc c'est ce qu'on appelle le service géologique national. Donc ça concerne aussi bien les ressources en eau, les ressources minérales, les risques naturels, l'adaptation au changement climatique, la géothermie, les stockages, etc. J'en passe et des meilleurs. Et en 2 mots, je ne suis pas ingénieur de formation, mais je suis scientifique, puisque j'ai fait une formation à l'École normale supérieure de Paris, une thèse et puis un parcours en recherche, quasi intégralement dans le monde de l'énergie, à l'exception de ces 3 dernières années au BRGM. Voilà, et donc je vais intervenir pour
On va faire un exposé finalement un peu en duo avec mon collègue pour vous éclairer un peu les enjeux des ressources minérales autour globalement de la transition énergétique et en particulier autour de l'hydrogène. Et puis évidemment avec la question centrale derrière de savoir quel type d'activité minière on est capable de développer aujourd'hui. Est-ce qu'on est encore dans le monde à la Zola ou est-ce qu'on est capable de faire beaucoup mieux ? Alors, je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc si on peut passer à la slide suivante. Je propose de mettre directement avec les animations, sinon ça va être un peu compliqué. Donc pour vous rappeler, je pense quelque chose que vous avez bien en tête, mais qui est important à avoir en arrière-fond de notre réflexion, qui sont que les besoins en ressources minérales sont en train d'exploser. On a coutume de dire parmi nous qu'on va devoir sortir du sous-sol si on veut, tenir les trajectoires qu'on prévoit, autant de ressources minérales que ce qu'a pu en sortir l'humanité depuis ses débuts, ce qui n'est pas une simple gageure, comme vous le devinez. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. Donc évidemment, la transition énergétique, on va y revenir dans un instant. Mais ce n'est pas le seul moteur, puisqu'on a aussi la transition numérique, qui est gourmande en ressources minérales. Et puis on a aussi le développement, il ne faut pas l'oublier, d'un certain nombre de pays qui ont eux-mêmes besoin de construire leur infrastructure et qui continuent à avoir besoin de ressources minérales. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, quand on regarde la croissance des besoins, elle est colossale. Et c'est une croissance qui est à la fois en quantité, donc ce que vous voyez sur la courbe symbolique sur la droite, mais qui est aussi en diversification et en qualité, en nature des métaux auxquels on a besoin. C'est-à-dire que il y a un siècle, le monde tournait finalement sur une petite douzaine de métaux. Aujourd'hui, on en a une cinquantaine. Et je suis bien persuadé que si on se revoit dans 20 ans ou 30 ans, on aura encore très largement augmenté. Et vous allez voir dans un instant un tableau de Mendeleïev. Je pense qu'on aura fini de le remplir. Donc tout ça pour dire que voilà, on est dans un besoin qui est extrêmement colossal. Et c'est dans ce contexte-là que se posent évidemment spécifiquement les besoins de la transition énergétique. Mais ils ne sont pas tout seuls. Alors si on en vient maintenant, on peut passer à la suivante, sur plus concrètement, effectivement, quels sont les besoins qui sont liés à la transition énergétique et à l'hydrogène en particulier. Alors, suivante. Commençons par un peu, effectivement, des éléments d'ordre de grandeur sur les besoins qui sont liés à la transition énergétique. Donc, les figures que vous voyez là sont tirées d'un rapport de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie de 2021, que je ne peux que vous conseiller si vous êtes intéressé par le sujet. Il vous donne un peu l'intensité matière, finalement, à la fois de moyens de locomotion. Ici, vous voyez une comparaison entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, et puis de moyens de génération de production d'électricité, entre des moyens thermiques qui sont en bas de la figure et des moyens renouvelables qui sont en haut. Je ne vais pas vous détailler complètement cette figure, mais ce que vous voyez quand même, c'est qu'il y a une augmentation considérable de la quantité de métaux qui sont mobilisés dans les infrastructures énergétiques, en particulier renouvelables, par comparaison à ce qu'il y avait dans les infrastructures fossiles. Donc si vous êtes en train de faire une transition énergétique où vous voulez remplacer tout ou partie du fossile par des renouvelables, évidemment, vous allez augmenter considérablement et j'allais dire quasiment faire exploser vos besoins en ressources minérales. Et je rajoute un point qui est important, c'est par mégawattheure installé. Vous savez que derrière ça, évidemment, il y a des problèmes d'intermittence sur les renouvelables. C'est-à-dire que si vous corrigez ça de l'intermittence, ça fait un facteur multiplicatif supplémentaire qui va vous faire plutôt vous promener entre un facteur 15 à 20. Donc c'est colossal. C'est colossal et évidemment, ça pose la question de savoir d'abord si on va être capable d'y répondre et puis deuxièmement, comment est-ce qu'on va pouvoir sortir cette matière du sous-sol. Alors, quelques ordres de grandeur quand on compile tout ça, du coup, si on peut passer la deuxième partie de la slide. Vous voyez ici, alors c'est focalisé sur les métaux des batteries, mais vous voyez les augmentations de production qui sont nécessaires d'ici 2040, si on veut tenir les trajectoires actuelles. Vous voyez que sur le lithium, il faudra globalement... on en aura besoin de 40 fois plus par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui. Sur les éléments comme le graphite, cobalt, nickel, on est autour d'une vingtaine de fois. Et les terres rares, on est une petite dizaine de fois. Ça fait des taux de croissance, même en taux annuels, qui sont tout à fait significatifs et qui évidemment posent la question de savoir comment on va répondre à tout ça. Slide suivante. Alors... donc oui, puis dernier point pour dire qu'évidemment tout ça, ça doit être... ce qui fait que quand on réfléchit hydrogène, on ne peut pas réfléchir hydrogène tout seul. Ça a été bien rappelé dans la présentation précédente que produire de l'hydrogène est extrêmement consommateur d'énergie. Donc il faut aussi embarquer dans la réflexion hydrogène, la réflexion qui est liée évidemment aux moyens de production décarbonés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la partie capacité à répondre à la demande? Alors j'ai pris un cas très simple parce que c'est sans doute le premier ou un des premiers métals que l'homme a sorti du sous-sol. Donc on pourrait croire que tout est connu dessus, qui est le cas du cuivre, et qui, à mon avis, est sans doute la première crise significative qu'on va rencontrer dans les années qui viennent.
Quand vous regardez la figure à gauche, vous avez les besoins en cuivre, hein, donc c'est les courbes rouges et oranges en fonction de l'ambition plus ou moins forte que vous avez pour les années qui viennent. Et vous voyez que je ne vais pas chercher très loin, on va jusqu'en 2030. Et ce que vous avez, les surfaces dessous, c'est ce qui va être capable d'être produit par les mines qui sont en service ou en projet. Et vous voyez de manière très claire qu'il y a évidemment un écart qui se creuse plus on va se rapprocher de la fin de la décennie, c'est-à-dire une incapacité du marché aujourd'hui à répondre à la demande. Et alors vous pourriez dire, est-ce que c'est parce qu'on a épuisé le cuivre du sous-sol? Pas du tout. Quand vous regardez la figure de droite, hein, vous voyez que les réserves se situent quelque part, telles qu'elles sont évaluées aujourd'hui, aux alentours de 750 millions de tonnes, alors qu'on produit annuellement une vingtaine de millions de tonnes. Donc ce n'est pas un problème de quantité de matière présente, c'est vraiment un problème de capacité à accéder à cette matière en temps et en heure, dans un contexte où, évidemment, on a une croissance qui est extrêmement forte, et dans un contexte où, en parallèle, on a des cours qui sont extrêmement volatiles, ce que vous voyez sur la figure de droite. Vous voyez que le cours de la tonne de cuivre, bon, certes, il y a une tendance sur le long terme à la croissance, hein, mais quand même, ça varie fortement. Et donc, si vous êtes investisseur, si demain on vous dit « venez placer vos ressources dans une activité minière », évidemment, si le cours joue au yo-yo, vous allez être un peu dubitatif, sachant qu'en plus, quand vous investissez, en moyenne pour une mine de cuivre, vous mettez 1 euro aujourd'hui sur la table, le premier kilo de cuivre que vous allez sortir, c'est dans 17 ans. Donc, quel sera le cours du cuivre à cette date-là? Est-ce que ça sera rentable, pas rentable, etc. Vous voyez très bien que c'est extrêmement complexe et tout ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas suffisamment de projets, je dirais, en portefeuille pour anticiper, pour être en mesure de répondre à l'ensemble de la demande. Et donc, d'où un des premiers messages sans doute importants, c'est que nos trajectoires de transition énergétique, et l'hydrogène en fait partie, nécessitent beaucoup de ressources. Pour autant, ces ressources, aujourd'hui, on ne les a pas identifiées en termes de marché, en termes de ressources disponibles. Elles sont présentes dans le sous-sol. Elles sont en aucun cas présentes en temps et en heure sur le marché. Et sans aucun doute, ça sera un frein sur la mise en œuvre de notre transition énergétique. Slide suivante. Alors, quand on compile un peu l'ensemble des besoins, vous avez ici une synthèse un peu brutale, évidemment, sur l'ensemble des métaux dont on a besoin pour la transition énergétique en bleu et pour la transition numérique en vert. Et vous voyez que c'est assez intéressant parce qu'effectivement, sur les 2/3 des éléments chimiques, ça va servir aux deux. Donc, vous voyez aussi là un autre point important, c'est que si on est dans un monde où les ressources vont être en tension, on risque d'avoir des conflits d'usage, on risque d'avoir des besoins d'arbitrage à faire entre le numérique et l'énergétique, sachant que les deux sont liés. Vous avez besoin du numérique pour faire tourner correctement des systèmes énergétiques décarbonés. Vous avez besoin d'énergie pour faire tourner le numérique. Donc tout ça nous promet des débats qui vont être assez complexes. Et puis deuxième chose, vous voyez que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a à peu près les 2/3 de tableaux de Mendeleïev aujourd'hui qui sont utilisés. Et dans les laboratoires de recherche, on imagine chaque jour ce qu'on pourrait faire de ceux qu'on n'utilise pas encore. Donc tout ça est quelque chose qui va évidemment s'amplifier considérablement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire plus spécifiquement sur la partie hydrogène, si on peut passer sur la suivante? D'abord, sur la partie électrolyseur. Ah oui, non, alors, oui, excusez-moi. Donc, d'abord, oui, un petit mot avant de parler de l'hydrogène, pour vous dire que dans notre réflexion, et ça vous verrez que ça sera important dans la suite, on a souvent tendance à caricaturer entre la mine d'un côté, le produit fini de l'autre. J'ai la mine qui me produit des terres rares, j'ai mon éolienne qui me permet de produire de l'électricité. En fait, entre les deux, il y a énormément d'étapes. Chacune de ces étapes est souvent dispatchée dans des pays différents pour des différentes raisons sur lesquelles je n'aurai pas le temps de revenir. Ce qui fait que quand vous avez des schémas du type de celui que vous voyez en haut, c'est sans doute un des plus simples. Hein. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, c'est celui du lithium. Donc vous avez la quantité de lithium qui sort du sous-sol à gauche, et puis vous voyez toutes ces ramifications, c'est tous les différents usages. Et à chacune de ces ramifications, vous avez une transformation qui a lieu souvent dans un pays différent, sachant que le lithium qui sert pour la batterie, c'est le tout petit flux en haut à droite. Donc vous voyez que c'est un tout petit flux du flux global, mais il faut être quand même capable de maîtriser l'ensemble de cette chaîne de valeur si vous voulez maîtriser effectivement vos ressources en lithium. Et alors ça a une conséquence notable, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez par exemple le lithium dans vos batteries, si selon évidemment la typologie des véhicules, et c'est quelque chose que l'Europe est en train de corriger, mais pendant très longtemps, le lithium, il avait déjà fait quasiment 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans votre batterie, avec du coup un coût économique, un coût CO2, un coût environnemental qui est évidemment extrêmement complexe, et une complexité de la chaîne de valeur qui est évidemment difficile à maîtriser. Alors si on en vient maintenant à l'hydrogène, si je ne me trompe pas, si on peut passer sur la slide suivante. Donc d'abord du côté de la production, effectivement, avec les électrolyseurs. Alors vous avez alors il y a différentes typologies, différentes technologies que je vous ai résumées ici, avec des évolutions en cours du temps qui sont progressives. Vous voyez sur la figure en haut
avec les courbes en couleur, où on va avoir progressivement une montée en puissance de nouvelles technologies, notamment oxydes. Et ensuite, on a besoin d'un certain nombre de métaux, hein, donc, qui sont, je dirais, de manière synthétique rassemblés sur cette figure-là. Alors, on ne va pas tous les détailler. Qu'est-ce qu'on peut en retenir comme grand message? Petit 1, on a besoin de catalyseurs qui sont des platinoïdes. C'est une des spécificités de l'hydrogène. Et ça va évidemment un goulet d'étranglement en termes de disponibilité. On a besoin aussi ensuite d'éléments qui sont assez classiques finalement dans les technologies bas carbone, c'est-à-dire des terres rares, c'est-à-dire du cuivre comme conducteur toujours, des éléments aussi de coating de permettre d'adapter la surface des matériaux comme du silicium métal, etc. Et donc, après, on va retrouver des éléments qui sont plus classiques, sachant que sur ces figures, plus c'est rouge foncé, plus c'est critique en termes d'approvisionnement. Et puis sur la partie usage, hein, donc pile à combustible notamment, là aussi différentes technologies, mais vous voyez qu'on va retrouver même type d'enjeux, hein, avec là aussi des terres rares comme le gadolinium, cérium, etc. Encore des platinoïdes comme catalyseurs, hein, et puis des éléments évidemment pour assurer... je dirais donc la bonne fonctionnalisation des matériaux qui sont utilisés, comme le cobalt dont on parle également régulièrement sur les batteries. Alors, qu'en est-il du côté des approvisionnements? Si on peut passer sur la slide suivante. Donc vous avez toujours même chose, électrolyseur à gauche, pile à combustible à droite. Alors ce que vous avez, c'est donc ce qui s'appelle raw material, c'est d'où viennent aujourd'hui les ressources pour produire les électrolyseurs, qui c'est qui transforme les matériaux, qui c'est qui fabrique les composants. Et donc vous voyez que sur la partie électrolyseur, finalement, les ressources viennent principalement de deux lieux, qui sont la Chine et l'Afrique, qui apparaissent en rouge et en orange. Par contre, sur la partie des composants intermédiaires, vous voyez que l'Europe et les États-Unis, en bleu foncé et vert, jouent un rôle important. Ce qui fait que, et c'est un point important, l'hydrogène est une des rares filières décarbonées sur lequel l'Europe et les États-Unis ont une position de leadership, on peut dire, en tout cas sur les produits, sur les électrolyseurs en tant que tels et les composants qui sont dedans. Ce qui permet effectivement d'avoir une maîtrise de ces chaînes de valeur qui est tout à fait significative. Et si on regardait d'autres technologies, ça serait radicalement différent. Sur les piles à combustible, vous voyez qu'on va retrouver un paysage qui est un peu plus classique, à savoir que la Chine domine le monde. La Chine domine le monde des ressources minérales et vous voyez que effectivement un tiers des ressources viennent de Chine et puis la Chine surtout maîtrise les étapes de transformation. Dernier point, je ne vais pas avoir le temps de détailler ce qui est en bas, mais c'est l'augmentation des ressources nécessaires pour développer ces technologies par rapport à aujourd'hui. Vous voyez que sur la partie électrolyseur, on a notamment un cas qui est emblématique, hein, qui est le bas de la figure ici. C'est le cas de l'iridium. Alors on n'utilise pas grand-chose hein, en termes de volume, mais néanmoins, puisqu'on parle de quelques tonnes, hein, sur un scénario, je dirais médian, hein, on parle de moins d'une dizaine de tonnes, néanmoins ça fait des taux de croissance par rapport à la production actuelle qui sont pas loin de 200%, donc vous imaginez quand même que c'est un sacré défi, sachant que l'iridium, ça ne se trouve pas comme ça tout à fait dans le sous-sol. Donc, une vraie question autour de ces approvisionnements, et on va donc tout de suite se poser la question du côté ce que ça donne, ce que ça veut dire en termes de ressources minérales, en termes de mines. Alors, comment est-ce qu'on peut réussir à sécuriser ces approvisionnements? D'abord, peut-être le premier point qui est important, si on peut passer sur la suivante, à mentionner, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu, en France notamment, notre souveraineté minérale, notre capacité à maîtriser nos ressources, hein, puisque vous savez qu'on a fermé progressivement l'ensemble des mines en France depuis les années 80. Et donc, on est intégralement dépendant de l'étranger, ce qui emporte des enjeux, évidemment, géopolitiques, stratégiques, hein, si jamais il y a des ruptures d'approvisionnement, des enjeux éthiques aussi, parce que c'est une activité qui est polluante, et on préfère faire ça à l'autre bout du monde que chez nous, et du coup, sans se soucier réellement de comment c'est mené, et puis des enjeux climatiques, hein, parce que si on n'a pas ces ressources, évidemment, ça va empêcher la bonne réalisation de la transition. Et si on peut passer la fin de la slide. Alors ici, vous aviez un certain nombre d'éléments qui vous montrent le taux de dépendance des importations à l'échelle européenne. Là aussi, sans détailler, vous voyez quand même qu'il y a un grand nombre d'éléments sur lesquels on importe 100%. Donc on a une autonomie à 0. Et c'est sans doute, ça va prendre beaucoup de temps pour changer ce paysage. Les terres rares en font partie, on en parle régulièrement dans les médias, mais ce n'est pas les seuls. Et alors c'est un deuxième effet, je dirais, qui est loin d'être anecdotique, c'est qu'en fait, du coup, on a, pour beaucoup de nos concitoyens, le sentiment qu'on peut avoir la vie qu'on mène aujourd'hui en France avec, je dirais, toutes ces facilités, sans activité industrielle, sans activité minière, ce qui est quand même, je dirais, un biais cognitif très important et qui est en fait lié au fait que c'est pas qu'on n'en a pas besoin, c'est juste qu'on a préféré envoyer ça, exporter ça à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, on a effectivement, alors qu'on était un grand pays minier, vous voyez que sur cette carte du milieu, c'est le nombre de mines qui restent en France, il en reste 7, et il n'y en a aucune qui est une mine minérale.
enfin une mine de ressources minérales, c'est plutôt du sel, c'est plutôt des choses comme ça. Alors qu'on a un potentiel de ressources, c'est la carte tout à droite qui est beaucoup plus important, j'en reparlerai dans un instant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça si on passe sur la slide suivante ? Le premier point, c'est qu'il faut vraiment qu'on ait une capacité à comprendre, connaître, maîtriser ces chaînes de valeur. C'est ce qu'on appelle l'intelligence minérale, qui est un point important et sur lequel l'État a pris des décisions fortes, notamment en créant un observatoire des ressources minérales qui s'appelle l'OFREMI, qui a été lancé il y a 1 an maintenant et qui nous permet d'avoir les connaissances de tout ça, parce que c'est loin d'être trivial et en fait on était loin de... Un industriel aujourd'hui, ou jusqu'à maintenant en France, ne savait pas très bien d'où venaient les ressources. C'est quand la Russie a envahi l'Ukraine qu'ils se sont rendus compte que en fait, 40% du titane qu'on utilisait venait d'Ukraine. Deuxièmement, il va falloir qu'on... Non, si on peut rester sur la précédente, merci. Il va falloir, deuxièmement, évidemment, qu'on recycle tout ce qu'on peut. Sans économie circulaire, sans recyclage, sans utilisation optimale de ce qu'on sort du sous-sol, on s'en sortira jamais. Et je dirais, surtout en termes de développement durable, c'est évidemment pas durable, c'est le cas de le dire. Néanmoins, on va le venir dans un instant, ça ne suffira pas, donc il va falloir qu'on relance des activités minières en Europe. Et puis, comme on n'arrivera pas à tout couvrir avec ce qu'on a en Europe, il faudra qu'on continue évidemment à développer des partenariats stratégiques, je dirais, vis-à-vis de l'étranger. Alors, suivante, un petit mot sur le recyclage, parce que, évidemment, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut réouvrir des mines que c'est antithétique du recyclage. La première chose à faire, c'est la sobriété, on est bien d'accord. Et la première affaire, ou la deuxième affaire, c'est juste derrière, c'est recycler autant qu'on peut. Néanmoins, il faut vraiment avoir en tête que le recyclage ne permettra jamais de répondre à l'ensemble des besoins. D'abord parce qu'en fait, vous avez une sorte de succession de processus où vous récupérez jamais 100% des flux. Et alors quand vous prenez 90% de 90% de 90%, etc., vous êtes scientifique, vous voyez bien que ça descend assez vite. Et en fait, vous avez beau être extrêmement performant, vous n'aurez jamais l'intégralité des ressources dont vous avez besoin. Surtout quand vous êtes dans un monde en croissance, c'est ce que vous montrent les figures du bas. Ce que vous recyclez aujourd'hui, c'est ce qui a été produit il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ce n'étaient pas les mêmes métaux, il y avait beaucoup moins de métaux dedans, et donc ça ne répond pas à votre demande d'aujourd'hui. Et donc de toute façon, dans un monde, je dirais, qui continue à évoluer, avec des technologies qui bougent, et dans un monde qui croît, ne serait-ce que par le développement des pays qui en ont besoin, on a besoin de nouvelles ressources, et donc l'activité minière extractive est indispensable, parce qu'il n'y a pas 36 000 façons de trouver des ressources. Slide suivante. Donc aujourd'hui, en France, on a une connaissance qui est très parcellaire de notre sous-sol, puisqu'on a un inventaire des ressources minérales qui est relativement ancien, il date des années 80. Il n'a porté que sur une partie limitée du territoire, il n'a porté que sur un nombre limité, restreint d'éléments chimiques. Par exemple, question qui peut surprendre aujourd'hui, on n'a jamais cherché le lithium. Le lithium qu'on connaît aujourd'hui dans le sous-sol, on l'a trouvé par hasard. Donc, alors que le lithium, évidemment, on en a beaucoup besoin pour les batteries. On sait aussi qu'on a un pays qui est particulièrement riche, en fait, en termes de potentiel. Alors, ça nous a été montré notamment par la géologie. Vous avez ici des travaux prédictifs, par exemple, de favorabilité du lithium à l'échelle européenne, qui ont été menés récemment dans un projet européen. Vous voyez qu'effectivement, la France a un potentiel en lithium qui fait partie des potentiels les plus importants en Europe. Donc tout ça a amené évidemment une décision forte qui a été prise cette année de lancer un nouvel inventaire des ressources minérales, donc, qui va nous permettre de explorer notre sous-sol dans l'optique d'identifier quelles sont les ressources qui sont présentes et dans l'optique de, alors non pas demain matin, mais plutôt il faut compter ça à l'échelle d'une décennie, de pouvoir évidemment, si les décisions sont prises, lancer une nouvelle activité minière en France. Slide suivante. Donc, dernier point pour dire que la France, évidemment, n'arrivera pas à pourvoir l'ensemble de ses besoins tout seul. Donc, il faut réfléchir ça aussi à l'échelle européenne. Et vous voyez qu'ici, dans cette carte européenne, chacun des couleurs est une ressource différente. Donc, sans rentrer dans les détails, vous voyez que ça se répartit de manière un peu... c'est dispersé au niveau de l'Europe. Donc, en combinant l'ensemble des spécificités des territoires européens, on est capable de répondre à une partie de nos besoins. Et puis, ça suffira néanmoins pas. Donc, il faut évidemment continuer à développer des partenariats avec des pays étrangers. Et vous voyez que l'activité de prospection et d'exploration à l'échelle minière est aujourd'hui tout à fait colossale. La carte de droite, ce sont des chiffres qui datent de 2020. On parle d'un millier, plus de 1000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Et vous voyez que... je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit zoom sur l'Europe pour vous montrer qu'on a une position qui est très particulière. On est un des rares pays où jusqu'à maintenant, il ne se passait pas grand-chose.
Alors l'Europe s'est aussi saisie de cette question, hein, puisque il y a eu un Critical Raw Material Act qui a été voté au mois de décembre et qui prévoit que l'Europe devra être autonome pour 10% de ses besoins à l'horizon 2030, ce qui est extrêmement ambitieux, doit maîtriser 40% des étapes de transformation, doit au moins assurer 15% de recyclage. Donc vous voyez une vraie politique européenne qui est en train de se mettre en place sur ces sujets-là. Donc la question évidemment à laquelle on arrive, quand on voit tout ça, on se dit évidemment, effectivement, on va être obligé d'extraire des matières du sous-sol. C'est savoir est-ce qu'on peut avoir une mine responsable, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité, et donc sur lequel je vais laisser mon collègue intervenir. Je compléterai le cas échéant, puisque j'avais prévu quelques slides sur le sujet, mais comme c'est le cœur de sa présentation, pour gagner du temps, je préfère lui laisser directement la parole. Et donc moi, ce que peut-être je voulais dire en conclusion, si on peut passer juste sur le slide de conclusion, vous aurez de toute façon de conclusion directe, vous aurez de toute façon les slides, on pourra y revenir. Merci. Non, c'était celui d'avant. Donc pour vous dire que, j'espère que vous avez compris que la transition énergétique, il y a des besoins en ressources minérales qui sont colossales et l'hydrogène n'y échappe pas. Avec une particularité par rapport aux autres, c'est les platinoïdes. Après, on va retomber sur les mêmes ressources. Aujourd'hui, les trajectoires de transition énergétique qu'on nous souhaite développer, qui sont extrêmement rapides, ne sont pas compatibles ou ne sont pas cohérentes avec ce qu'on sera capable de sortir en temps et en heure du sous-sol. Ce n'est pas un problème de ressources, c'est un problème du temps qu'il faut pour les sortir. Du coup, par rapport à ça, évidemment, le recyclage est indispensable, mais il faudra aussi qu'on développe des nouvelles activités minières qui soient durables, responsables, et donc sujet dont on va parler maintenant. Merci beaucoup, Christophe Poinceau. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai préparé un support avec des animations, mais je pense que le plus simple sera, comme pour Christophe Poinceau, de mettre toutes les animations d'emblée. Non, ça, c'est pas celle-ci. Je commence par vous dire que je suis donc Yann Gainsbourger, je suis ingénieur de formation. Je suis professeur en géosciences appliquées à l'Université de Lorraine, plus spécifiquement à l'École des Mines. Je vais vous faire une présentation un petit peu moins institutionnelle, dans la mesure où je vais m'exprimer sur mon expérience de chercheur et plus exactement sur celle d'un collectif de chercheurs. Vous savez que dans le monde académique, il n'y a pas forcément un consensus sur les conclusions, et donc je vous donne les conclusions de ce groupe de chercheurs disciplinaires. Et si vous interrogiez d'autres collègues, vous auriez sans doute d'autres éléments de réflexion. Donc j'ai travaillé sur différents sujets miniers, la question du méthane dans le sous-sol du nord de la Lorraine, la question de l'exploitation, des permis d'exploration, plus exactement miniers en métropole, la question du tungstène, par exemple, dans les Pyrénées, l'exploitation légale et illégale de l'or en Guyane, en Côte d'Ivoire, la bauxite en Guinée, plus récemment sur le lithium au Chili et en Australie. C'est pas ça. C'est pas ça. Et je suis par ailleurs, et j'arrive bientôt au bout de tout ce que je peux vous dire sans support, je suis par ailleurs enseignant aussi en formation initiale et en formation continue dans grandes institutions. Voilà, c'est ça, parfait, merci beaucoup. Donc premier slide directement. Oui, super. En mettant tout de suite toutes les animations, on gagnera un peu de temps. Voilà. Donc clairement, la mine telle qu'elle se présente aujourd'hui est très différente de celle qu'on pouvait connaître il y a 30 ans. Les moteurs de ces évolutions, ils ne sont pas tout à fait nouveaux. Christophe Poinceau les a déjà bien exprimés. Il y a clairement une évolution des besoins en ressources minérales vers des quantités plus importantes, des substances nouvelles. Il y a une évolution des gisements. On exploite des gisements différents, plus pauvres, à plus grande profondeur. Il y a également une évolution des pratiques, parce que ce qui était considéré comme acceptable il y a 20 ou 30 ans n'est plus du tout considéré comme acceptable aujourd'hui et est très largement critiqué, avec des critiques qui en plus se répandent très vite sur les réseaux sociaux. Et quand on regarde à quoi ressemble une mine moderne, disons les mines qu'on pourrait souhaiter voir se développer, il y a un très bon exemple en Autriche, dans le parc du Tauern, dans le Tyrol, qui est la mine de Mittersill, qui est une mine presque intégralement souterraine, qui est souvent citée comme exemple parce qu'elle est en plus européenne. C'est une mine de tungstène.
Donc vous voyez là, dans cette image 3D, les installations souterraines avec un certain nombre de puits, de galeries, et le gisement qui est exploité et la masse qui est représentée en gris. Si on va sur le slide suivant, voilà quelques images que je ne vais pas commenter en détail, mais qui montrent un peu ce qu'on ne s'attendrait pas immédiatement à trouver dans les mines, et que pourtant on trouve de plus en plus aujourd'hui, et qui est un peu en contradiction avec l'image qu'on peut avoir quand on ne s'intéresse pas forcément de près au sujet. Il y a beaucoup d'automatisation. La personne que vous voyez en haut à gauche, elle est en train de piloter un énorme camion minier qui ressemble peut-être à celui qui est en bas à droite, qui est un véhicule dont une partie qui sert au transport du minerai, et dont une partie du trajet se fait avec pantographe et caténaire, et donc un trajet électrique. Il y a l'utilisation de drones illustrés en bas à gauche, plus largement beaucoup de big data, et une énorme amélioration sur le suivi environnemental, c'est l'image en haut à droite. Si on va sur le slide suivant, malheureusement, ce type de mine que je qualifierais de moderne est loin d'être la règle. On a encore beaucoup de mines qui sont exploitées dans des conditions beaucoup moins présentables, on va dire. L'exemple en haut à gauche, c'est une rupture de digue minière dans une mine de fer au Brésil, la mine de Brumadinho, qui a causé des dégâts environnementaux considérables. Et pourtant, c'est une mine, et j'y reviendrai un peu plus tard, sur laquelle on aurait largement pu éviter ce genre d'accident. L'image au milieu, en bas, c'est une exploitation qui est beaucoup plus petite. C'est une exploitation semi-industrielle d'or en Guyane, qui se fait dans le cours vif d'un cours d'eau qui s'appelle une crique en Guyane en l'occurrence. Et vous voyez ces différents bassins qui servent au traitement, au lavage en fait du minerai d'or dans le processus de valorisation. Et l'image qui est en haut à droite, c'est une exploitation là, totalement artisanale de colombototalite au Congo, qui est réalisée dans des conditions qu'on imagine assez catastrophiques. Donc on a une sorte de contraste entre ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui et ce qui malheureusement continue encore beaucoup d'exister. Et sur le slide suivant, vous avez une liste un peu à la Prévert des impacts classique de l'exploitation minière. Alors j'ai mis sur ce premier slide les impacts qu'on peut considérer comme positifs d'une certaine manière, en tout cas des leviers de développement. Alors si on considère que le développement économique est quelque chose de positif, on parlera donc d'impact positif. Et bien sûr la production de matières premières, toutes les taxes et redevances qui peuvent être prélevées localement, la création d'emplois, etc., les opportunités économiques, la création de services et d'autres éléments. Sur le slide suivant, vous avez au contraire les impacts qui sont quasiment universellement considérés comme négatifs. Impacts environnementaux au moins potentiels sur la partie supérieure de l'encadré et impacts sociaux potentiels dans la partie inférieure. Je dis bien potentiel parce que toutes les mines ne produisent pas tous ces impacts. Et les impacts vont dépendre du type de gisement exploité, de la méthode d'exploitation utilisée, de la réglementation, donc bien sûr du pays, et finalement des conditions de contrôle et aussi des conditions dans lesquelles l'exploitation minière va s'arrêter et donc de la réhabilitation qui sera éventuellement faite. Et j'ai souligné en rouge le terme de déchets parce que la production de déchets est un exemple sur lequel je voudrais insister un petit peu parce qu'il me semble assez emblématique de ce qu'on sait faire et de ce qu'on ne sait pas faire dans le monde minier aujourd'hui. Et si on passe sur le slide suivant. Voilà, on peut se demander pourquoi finalement l'activité minière génère autant de déchets. Vous avez ici un échantillon qui tiendrait dans ma main, qui est un échantillon d'une roche qui s'appelle une quartzite, qui vient justement de la mine de Mittersill que je mentionnais tout à l'heure. Cette roche, elle est photographiée en haut en lumière normale et en bas en lumière fluo. Et elle contient en moyenne 2% de tungstène, cette roche. Et si on passe les animations... Voilà, en lumière fluo, ce que vous voyez apparaître en brillant, c'est la schellite qui est le minéral qui contient le tungstène. En fait, la roche, globalement, ne contient que très peu de ce minéral schellite, et la schellite, elle, contient 64% de tungstène. Ça veut dire que si on était capable d'aller récupérer les petits points brillants,
on aurait là-dedans 64% de tungstène, mais on ne peut pas aller chercher ces éléments qui sont si petits. Donc ce qu'on récupère, c'est la roche dans son ensemble, et cette roche, elle n'en contient que 2% de tungstène. Seulement, on ne peut pas non plus récupérer que cette roche-là, on récupère dans le cours de l'exploitation minière d'autres roches qui, elles, ne contiennent pratiquement pas de tungstène. Ce qui fait que ce qui est envoyé dans les opérations de broyage minier, ce qu'on appelle le tout venant, ne contient que 0,2% de tungstène. Il y a ensuite une opération de flottation qui permet de reconcentrer le tungstène dans la matière. Et on arrive finalement à la sortie de l'usine de concentration avec ce que vous voyez passer sous lumière fluo, qui est le concentré qui va être envoyé dans la chaîne métallurgique. Ce concentré, il contient, lui, 22% de tungstène. Ça veut dire que vous avez beaucoup de tungstène dans le minéral que vous aimeriez pouvoir récupérer, mais que vous ne pouvez pas récupérer. Et finalement, vous allez sortir de la mine beaucoup de choses qui n'ont aucun intérêt économique, qui sont donc ces fameux déchets que vous allez devoir broyer, reconcentrer pour finalement arriver au concentré qui va rentrer dans la chaîne métallurgique. Si on va sur le slide suivant, vous avez ici l'illustration de ce problème. C'est une image d'artiste qui vous montre ce que ça donnerait dans le cas d'une mine de cuivre. C'est une mine, la mine Palabora en Afrique du Sud, une mine où le cuivre est concentré à 0,6%. C'est une mine qui fait 700 mètres de profondeur, 2 km de large. Et la totalité de cette immense fosse a permis, ou aurait permis, si on le représentait, de produire la quantité de cuivre qui est représentée par la sphère située au centre. Donc il faut imaginer que tout le reste de ce qui a été excavé est du déchet. Si on continue. Alors ce déchet, on a clairement aujourd'hui les capacités techniques, les capacités d'ingénierie pour les contenir et les confiner, et donc pour mieux en maîtriser les effets. Et je vous montre deux exemples sur le slide suivant. Vous avez à gauche une mine d'uranium en Australie. Vous voyez la fosse dont le minerai est extrait, vous voyez l'usine de traitement, et vous voyez un énorme tas une versa stérile, et au fond un bassin à résidus qui sont les résidus qui sortent de l'usine de traitement. Ces résidus, ils sont contenus par une digue qui est surveillée régulièrement. C'est la fameuse digue, enfin une digue telle que celle qui a rompu dans le cas de la mine de Brumadinho que je mentionnais précédemment, mais dans des conditions de surveillance adaptées, de monitoring, et si les digues sont construites correctement, ces déchets peuvent être contenus. Vous avez à droite l'exemple d'une gestion minière beaucoup plus approximative. C'est une mine d'or en République dominicaine, située en pleine forêt en plus. Donc au-delà de la déforestation et des impacts sur la biodiversité, vous voyez que les déchets n'ont pas été contenus. Les déchets fins, les résidus de traitement, ils sont dans la partie supérieure de l'image, ils sont en partie déversés directement dans la nature. Et on a du mal à faire la différence entre la zone qui est exploitée et le reste du paysage, parce que finalement les limites sont floues et tous les impacts miniers sont difficilement contenus. Si on continue. Donc, d'un point de vue environnemental, enfin, la question qui m'était posée pour l'exposé, c'est est-ce qu'on est capable de faire une mine propre? Est-ce qu'on est capable de faire une mine propre d'un point de vue environnemental? Et j'aimerais qu'on mette toutes les animations en une fois. Voilà, ça sera plus simple. Clairement, la mine parfaite n'existe pas. C'est-à-dire qu'une mine qui serait totalement propre, c'est absolument impossible, ne serait-ce que parce que ces quantités de déchets dont je vous parlais, elles existeront toujours. Elles sont intrinsèquement liées à la nature de la substance qu'on exploite et à sa faible concentration dans le sous-sol. Pour autant, il existe pas mal d'exemples à l'échelle internationale de très bonne cohabitation entre des exploitations minières et des zones naturellement protégées. Donc on est capable, en termes d'ingénierie, de contenir les impacts miniers négatifs, et en particulier les impacts des déchets. On est capable de mettre en œuvre des technologies qui permettent d'éviter que l'ensemble de l'environnement soit contaminé. Et pour ça, il y a un ensemble d'innovations qui se poursuit. Il y a des questions de surveillance et de suivi. Et vous voyez plusieurs exemples de pratiques minières qui permettent de limiter au maximum les effets négatifs sur l'environnement sans pour autant les éliminer totalement, puisque, encore une fois, les déchets, ils existeront toujours. Donc des filtres presse, du recyclage de l'eau, des conditions de réhabilitation, la réutilisation des déchets pour du remblayage souterrain. Finalement, tout ça, ça a des implications économiques, et à condition qu'on soit prêt à payer plus cher, éventuellement des produits labellisés, on pourra limiter, réduire, maîtriser les impacts environnementaux. Et pour ça, il ne faut pas oublier qu'on doit comparer l'impact environnemental de la mine, non pas à l'absence de mine, mais simplement à ce qu'on peut essayer d'éviter comme impact sur les technologies pour lesquelles les produits miniers vont être utilisés.
Si on continue sur le slide suivant, est-ce qu'on est capable de faire une mine propre d'un point de vue social ? Il y a encore beaucoup plus de travail. Et là, autant sur la question environnementale, les solutions d'ingénierie se développent et je pense qu'on a... Enfin, les progrès continuent. Autant d'un point de vue social, le chemin à parcourir est encore très très long. Les tensions sont clairement récurrentes. Dans tous les territoires où de nouveaux projets miniers arrivent, quels que soient les pays où on a pu travailler avec mes collègues, on constate toujours d'énormes difficultés. Et je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est un réel attachement au territoire, que parfois on interprète comme un syndrome NIMBY, c'est-à-dire une forme d'égoïsme qui ferait que les personnes ne veulent pas, sont bien d'accord pour que l'exploitation minière se fasse, mais ne sont pas d'accord pour qu'elle se fasse à proximité de chez eux. Et en fait, je pense que ce n'est pas tout à fait la bonne interprétation, parce qu'on a une sorte de continuum entre des personnes qui, de toute façon, ne veulent pas que l'activité se fasse nulle part, et les personnes qui, évidemment, parce qu'elles sont proches de l'endroit où l'activité se ferait, sont beaucoup plus sensibles et ont un degré d'opposition ou de contestation qui peut être beaucoup plus fort. Mais en fait, on n'a pas d'un côté des gens qui ne voudraient rien à côté de chez eux, et puis de l'autre côté des personnes qui seraient prêtes à tout accepter partout. Donc je pense que cette analyse nimbiste, comme on dit maintenant, n'est pas tout à fait valable, et au contraire, ça traduit l'attachement au territoire, et finalement tant mieux, parce que ce qu'on voudrait, c'est développer des modèles plus respectueux, et c'est avec cet attachement au territoire que le niveau d'exigence environnementale et sociale sera plus fort. On a au contraire beaucoup plus de volonté de démocratie locale, et ça c'est une tendance assez générale, hein. C'est une sorte de revanche des territoires sur les décisions centralisées. Si on passe sur le slide suivant, alors le bon concept, finalement, quand on parle de mine propre, hein, et je pense que le terme propre n'est pas très adapté, c'est plutôt de parler de mine responsable. Qu'est-ce que ça veut dire une mine responsable ? Ça veut dire un impact environnemental maîtrisé, des conditions de travail, donc santé et sécurité adaptées, et un lien adéquat avec le territoire, et en particulier un respect des communautés. Et pour ça, les grilles d'analyse aujourd'hui sont un peu différentes de ce qu'on fait dans pas mal d'autres domaines industriels, qui est l'analyse en termes de développement durable. Dans le domaine minier, la durabilité n'a pas beaucoup de sens, parce que le gisement, une fois que vous l'aurez exploité, il n'existera plus. Donc la mine durable, pour moi, c'est une fausse définition. La bonne définition, c'est bien celle de mine responsable. Et les approches, c'est une approche à travers les objectifs du développement durable qui sont déclinés à droite dans le domaine minier avec, bon, vous ne pouvez pas lire, c'est écrit beaucoup trop petit, avec les manières d'agir sur les 17 ODD. Et l'autre concept très courant aujourd'hui, c'est le concept de critères ESG, c'est-à-dire le respect de l'environnement, le respect social et la bonne gouvernance. Et si on avance... et très bonne nouvelle pour les critères que j'évoquais, c'est que les compagnies minières en ont tout à fait conscience. Ici, vous avez un sondage, enfin une analyse faite par le cabinet EY, elle date de 2022. C'est un peu difficile à lire, mais vous avez le niveau de risque sur le business qui est perçu par ces entreprises. Et ce qui est vers le cœur, c'est ce qui est le plus important. Et on voit qu'en 2022, le premier risque perçu par les entreprises sur leur business, c'est le risque environnemental et social. Et par rapport à 2021, ce risque a augmenté, enfin est monté de 4 places. Il était 5e, il est passé 1er. Donc dans la mesure où les entreprises ont aujourd'hui la conscience que c'est le risque numéro 1 pour elles, elles sont clairement... dans l'état d'esprit d'intégrer ce risque dans leur méthode, dans leur pratique, et donc aussi de l'intégrer au prix. Si on continue... Donc, doit-on s'attendre à un bouleversement du secteur minier du point de vue du génie minier, de la technique et des impacts environnementaux? Je pense qu'on a plutôt une continuité avec ce qui est déjà en cours. En revanche, du point de vue des rapports au territoire, pour moi, c'est une véritable révolution à laquelle on doit s'attendre. Et si on avance encore un petit peu sur le slide suivant, on peut passer cette image. Alors, comment s'y prendre pour gérer cette révolution du rapport au territoire? Je vous propose plusieurs pistes. La première piste, c'est de ne pas envisager la question de faire oui ou non une mine à cet endroit, parce que je pense que cette question n'a pas beaucoup de sens. En fait, la question, c'est celle de la trajectoire de développement, et plutôt que de parler de mine, il faut parler de filière. Une filière, c'est une ou plusieurs mines qui alimentent un ensemble, une chaîne de production complète qui va jusqu'au produit fini. Et en fait, la question, c'est oui ou non, souhaite-t-on développer cette filière de production
dans laquelle il y a des objets miniers, mais dans laquelle il y a aussi d'autres choses. Et la mine n'est en fait pas qu'un trou. En fait, la mine, c'est un ensemble de choses. C'est le point d'entrée d'une filière, mais elle ne peut pas s'analyser toute seule. J'aurai pas le temps de vous parler des travaux qu'on fait justement en Guyane, où on fait un effort de scénarisation, c'est-à-dire qu'on propose et on compare différents scénarios miniers qui comportent une ou plusieurs mines ou aucune mine, et on voit comment ces scénarios et les filières qui sont associées ont des impacts, des retombées positives et négatives sur le territoire. Le point suivant, la gestion des biens communs, ça aussi c'est un énorme enjeu. Il faut inventer de nouveaux dispositifs d'engagement des parties prenantes. La question minière est une question d'ordre public, une question de bien commun. Elle ne peut pas être décidée uniquement par les industriels et pas non plus uniquement par les industriels et par l'État. En fait, la situation d'aujourd'hui, c'est plutôt une situation dans laquelle l'État n'a pas les moyens financiers et ni même techniques d'être l'opérateur de l'exploitation minière. Donc l'exploitation, elle sera forcément réalisée par des entreprises privées. En revanche, l'État, il a un rôle très important de garant à apporter. Et ce rôle de garant, il doit se faire en lien avec l'ensemble des parties prenantes. Si on continue encore un petit peu... Donc garantie, transparence, il y a un certain nombre de principes et de chartes d'engagement qui sont aujourd'hui en développement. Les principes de l'Équateur qui sont liés au financement des projets miniers par les banques. Des initiatives indépendantes d'analyse des pratiques minières telles que le GRI, l'IRMA et l'ICMM qui est une charte d'engagement volontaire que prennent les compagnies minières pour le respect des valeurs environnementales et sociales, enfin ESG de manière générale. Et pour terminer, recréer une culture générale du sous-sol dans la société, c'est extrêmement important. Le sous-sol a été impensé et tabou pendant longtemps. Et la mine se développe sur le temps long. Les décisions qu'on prend aujourd'hui sont des décisions qui auront des effets sur le moyen, le long, voire même le très long terme. Et pour terminer, quelques messages clés. Donc réfléchir à de nouveaux récits qui vont intégrer la mine et plus largement la filière basée sur la mine. Importance capitale de développer au moins un site pilote très rapidement. Tant qu'on ne sera pas capable de montrer, typiquement en France, à quoi ressemblerait une mine responsable, on parlera de vent. En fait, on a besoin de montrer concrètement comment ça se passerait. Et enfin, je pense qu'on voit la mine comme un risque, mais en fait c'est plutôt une opportunité environnementale et sociale de redévelopper la mine en France et plus largement en Europe aujourd'hui. Et mot de la fin, je pense qu'il est essentiel qu'on se réapproprie la mine dans tous les sens du terme, c'est-à-dire une mine qui se déroulerait chez nous, avec une connaissance réelle du sujet, et enfin une mine qui se développe selon nos valeurs. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Alors, ce que je vous propose, comme on en a l'habitude, vous prenez 3 minutes pour réfléchir ensemble aux questions que vous voulez vous poser, et puis on organise le dialogue. Avec juste les
deux groupes. J'aurais pu mentionner GFIS, j'ai pas eu le temps parce que j'avais. Non, mais il y avait trop de choses à dire, mais. Une partie des choses que j'ai présentées sont aussi des discussions avec Sally. Il peut y en avoir un ici pour un groupe, en bricolant un truc, il faut un autre endroit pour le cinquième groupe. C'est juste que c'est à 5-10 minutes à chaque fois, il y a la résidence, on a encore la grande salle où on a fait l'accueil le premier week-end. Faut envoyer avant. Ok, on peut. Il y a des tables, des chaises, il y a tout ce qu'il faut. Ce sera tout. Allez, je suis sûr que vous avez plein de questions. Je vous entends. Qui veut démarrer? Allez. Je fais limite 3 questions et tu vas compléter. Ok. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je m'appelle Basile. Donc on a 3 questions. La première question, c'est est-ce qu'il existe des simulations, des modèles de mines en France où vous avez évalué les émissions de carbone de ces mines? La deuxième question, c'est si on souhaite implémenter des mines en France, est-ce que, vu que ça fait très longtemps qu'il n'y en a plus, on a toujours le savoir-faire ingénieur pour les implémenter? Et la troisième question, qui a piqué ma curiosité, c'est que sur la dernière slide de la diapositive, vous avez écrit le mot sobriété. Et du coup, ma question, c'est quoi la place de la sobriété dans une mine responsable? Merci beaucoup. Je vais commencer, puis je laisserai la parole à mon collègue. Oui, évaluer l'empreinte CO2, je dirais même plus largement l'empreinte environnementale de toute activité minière, c'est fait systématiquement et c'est indispensable et c'est imposé par la loi. Donc oui, c'est quelque chose qui est regardé. Et donc aujourd'hui en France, c'est relativement simple parce qu'il y a un seul projet de mine à l'heure actuelle concret qui est en route. C'est la mine de lithium des Chassières dans l'Allier. On a sûrement déjà entendu parler, qui devrait ouvrir normalement d'ici la fin de la décennie. Et le fait que ce lithium soit potentiellement plus bas carbone que celui qu'on pourrait acheter d'ailleurs est un critère premier d'une raison d'ouvrir cette mine.
Donc c'est intégré au premier niveau de l'évaluation et des critères décisionnels, tant du côté de l'opérateur industriel Imerys que du côté de l'État. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à regarder. Et cet exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure du fait que il faut qu'on ait, quelque part, tu disais une mine pilote, ou moi j'appelle ça une success story, mais ça revient au même, est extrêmement intéressant parce qu'ils ont vraiment le souci de regarder et de pousser le plus loin possible cette notion de mine responsable, c'est-à-dire mine qui a un impact environnemental le plus faible possible et puis qui s'intègre le mieux possible dans son territoire et avec les acteurs locaux. Et dernier point sur lequel je voudrais finir, c'est que faut quand même être extrêmement lucide sur le fait qu'évidemment, plus on prend de précautions, plus ça coûtera cher. Donc ce lithium-là, je dirais en prix de sortie de mine, il coûtera plus cher qu'un lithium carboné fait n'importe comment à l'autre bout du monde. Donc tout ça pour dire que la question après elle nous reviendra à nous consommateurs. Sommes-nous prêts à acheter une voiture ou autre chose, ou un smartphone ou je sais pas quoi, qui est un smartphone ou une voiture durable, responsable, respectueuse de l'environnement et des populations locales, et qui sans nul doute coûtera un peu plus cher que celle qui a été faite n'importe comment. Sur les deux autres questions, la première, enfin la deuxième, la question des compétences, vous êtes bien placé pour le savoir, on a la chance d'avoir en France un réseau d'écoles d'ingénieurs extrêmement performant qui fait même qui attire même qui fait l'intérêt des entreprises, y compris à l'étranger. Dans cet énorme ensemble d'écoles d'ingénieurs, on en a quelques-unes qui ont encore des options, des départements, des spécialisations en géosciences. Elles sont peu nombreuses. Et dans celles-ci, on en a encore un plus petit nombre. Et je pense qu'il en restera 4 ou 5 qui font des enseignements sur la mine. Donc on est... je peux parler de la position de Nancy. On a encore une formation sur l'exploitation des mines et carrières qui est adossée à une formation sur l'exploration des gisements et à une formation sur le traitement des minerais. On forme entre 10 et 15 étudiants par an. Je pense que dans les 3-4 autres écoles d'ingénieurs qui font la même chose, on est à peu près au même nombre. Donc actuellement, ces étudiants trouvent tous des emplois. On est à l'équilibre avec la demande du marché de l'emploi. Si les mines se redéveloppent, ça ne sera pas pour tout de suite, ce sera pour dans quelques années, probablement 10 ans, 15 ans. On pourra augmenter un petit peu les promotions, ça ne posera pas de problème. À l'inverse, si il ne se passe rien de significatif dans les 10 prochaines années, les effectifs de formation vont diminuer, les enseignants vont se réorienter vers d'autres choses. Et je pense qu'on atteindra à ce moment-là un point critique dont il sera difficile de ressortir. Et pourtant, le maintien des compétences en France sur ce sujet est absolument fondamental. Et il y a cet enjeu strictement français, mais il y a aussi toutes les demandes qu'on a à l'international de création d'instituts et d'écoles des mines dans différents pays, notamment d'Afrique francophone. On est régulièrement sollicité. Le BRGM, d'ailleurs, répond aussi à un certain nombre de ces demandes. Pour l'instant, on a encore les capacités d'aider à monter ou à remonter ces instituts, mais on a quand même une petite population à savoir le faire, une petite population de formateurs. Et sur la question de la sobriété, je repasse le micro à Christophe, j'évoquais la sobriété à la fin plutôt comme un complément absolument nécessaire à l'activité minière et pas comme un point clé de l'activité minière en tant que telle. Je ne perçois pas dans le domaine industriel de l'activité minière un plus gros effort de sobriété que dans les autres domaines industriels. En revanche, la question de la sobriété à l'échelle de la société me paraît nécessaire, de manière à ce qu'on ne se dise pas à partir du moment où on peut faire de la mine, on n'a plus besoin de se poser d'autres questions. Les questions du recyclage, de la sobriété restent des questions cruciales. Ouais, je voudrais recompléter sur ces deux questions. Je vais reprendre dans le sens inverse. Donc sur la sobriété, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut d'abord que dans notre réflexion globale sur l'échelle de la société, on mette la sobriété en 1 pour que, en gros, on élimine tous les usages qui sont superflus. Deuxièmement, qu'ensuite on recycle tout ce qui peut être recyclé pour là aussi essayer de réduire au maximum le besoin de nouvelles ressources qu'il va falloir sortir du sous-sol. Et in fine, après tout ça, on arrive à un certain volume ou une certaine quantité de matière qu'il va falloir extraire. Et l'activité minière, elle est sur cette dernière partie. Donc c'est pas parce qu'on a focalisé dans nos exposés, parce que c'était le biais de la présentation sur cette partie, qu'il ne faut pas faire les 2 étages précédents.
Sur le côté formation, compétences, moi je voudrais compléter pour dire que, à côté donc, de ce qui a été mentionné à très juste titre sur les écoles des mines notamment, on a aussi encore la chance d'avoir des compétences au sein du BRGM qui sont extrêmement reconnues. Je ne vous cache pas qu'on a aussi une activité, nous, à l'international, qui est assez forte, hein, en particulier en Afrique. On a coutume de dire que la moitié de la connaissance géologique du continent africain est dans nos armoires sur notre site d'Orléans, puisqu'on a été finalement en charge de la cartographie d'une grande partie de l'Afrique, et on continue. On continue à avoir des projets d'exploration, on continue à discuter avec beaucoup de pays. J'étais moi-même encore en Arabie Saoudite il y a 48 heures, toujours dans ce contexte-là. Donc on a une compétence qui est extrêmement forte, par contre qui est limitée en nombre. Et c'est sûr que c'est un secteur qui va devoir recruter fortement dans les années qui viennent. Nous-mêmes, au niveau du BRGM, on est sur une croissance à 2 chiffres à l'heure actuelle qui est extrêmement forte et qui va continuer. Donc, avis aux amateurs, il y a de la place. Ah, vous voyez, il n'y a pas que les entreprises du premier week-end qui... Alors, des questions ici et là. Vous avez un chiffre sur les émissions carbone ou pas ? On pourra le trouver, mais je ne l'ai pas en tête là. Actuellement, je crois qu'à l'échelle européenne, c'est entre 15 et 20% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'activité minière. Donc sur la capacité à réduire, on a déjà une idée du point de départ au moins. C'est très significatif comme point de départ. Donc je pense que la capacité à réduire, elle est en proportion de cette importance. Je ne sais pas si ça répond... Enfin, j'ai aucun chiffre sur la réduction, mais j'ai au moins le chiffre de la valeur de départ. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, c'est Antoine. On avait avec mon groupe 2 questions sur les mines et j'avais au titre de notre groupe sur les mobilités légères une question sur l'hydrogène. Je vais commencer par la question sur l'hydrogène. Vous nous avez dit que les camions n'avaient a priori moyennement leur place avec de l'hydrogène. Est-ce que vous pourrez réexpliquer, s'il vous plaît? Parce que du coup, nous, justement, on s'était dit que les batteries, c'était très limitant vis-à-vis des consommations des camions, puisque ceux-ci avaient pour but de faire beaucoup de kilomètres et de parcourir de longues distances. Je pose mes 2 questions sur les mines maintenant. Et ensuite, sur les mines, c'est première problématique. Comment faites-vous pour essayer de faire imposer des réglementations à l'international, des normes qui soient françaises dans des pays avec des cultures complètement différentes, etc. Et la troisième, c'était est-ce que vous ne pensez pas que les personnes qui ne veulent pas de mines à côté de chez eux, c'est aussi à cause des dangers représentés par les ruptures de digues, plus que par un attachement au territoire, en plus des impacts des mines qui sont temporaires, puisqu'une mine, au bout de 5, 10, 15, 20 ans, c'est plus un emploi et c'est une terre qui est non réutilisable. Oui, merci pour la question. C'est vrai que je suis allé assez vite sur le sujet du transport routier et des poids lourds tout à l'heure. Nous, on aime bien partir d'un point de vue qui est qu'aujourd'hui, un véhicule à batterie va être beaucoup plus efficace qu'un véhicule hydrogène. Ensuite, à partir de là, il faut regarder à quels usages peuvent correspondre un poids lourd à batterie. Et aujourd'hui, on sait qu'un 44 tonnes peut réussir sans trop de mal à faire 500 km d'autonomie. Du coup, ce sera au-delà des 500 km qu'on aura ces enjeux-là, ces questions-là. Pour ces questions-là, et même pour en amont, ce qu'on trouve intéressant, c'est que on entend beaucoup que les poids lourds, aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire des longues distances en électrique de par la recharge, de par plein de choses. Ce qui est en partie vrai, mais aussi aujourd'hui, on a une réglementation européenne sur les conducteurs de poids lourds qui est assez forte, qui impose des pauses assez régulières à tous les chauffeurs poids lourds. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de modélisations qui sont faites, de travail de modélisation, pour savoir justement quelle taille de batterie peut répondre au plus de gens possible. Et aujourd'hui, si vous avez plus de questions, vous pouvez aller voir. Il y a Transport et Environnement qui publie pas mal sur ce sujet-là. Il faut faire attention, il y a un biais assez fort avec Transport et Environnement qui sont très engagés. Mais ils publient pas mal de données assez factuelles sur justement la pertinence des poids lourds hydrogène. Et aujourd'hui, justement, on a l'air plutôt de se diriger sur une utilisation qui va se développer forcément, mais qui va être à la marge. Ensuite, un deuxième point qui va faire que cette utilisation va se développer probablement moins que les véhicules à batterie. J'utilise beaucoup de conditionnels parce que c'est beaucoup de prospectifs et on ne sait pas exactement comment sera fait. Les législations européennes peuvent beaucoup jouer là-dessus. Mais aujourd'hui, le prix d'un véhicule électrique va revenir beaucoup moins cher qu'un véhicule hydrogène sur le transport routier. Et du coup, il faut le prendre en compte. Il y aura pas mal de transporteurs qui vont probablement accepter que leurs marchandises mettent un peu plus de temps à arriver
si ça leur fait des économies d'une vingtaine de pourcents de leur côté. Et du coup, c'est un peu tous ces éléments-là qui font que le véhicule à batterie semble se diriger. Et finalement, le dernier gros point, c'est également sur le développement des infrastructures. On sait qu'à court terme et moyen terme, il va y avoir un développement assez énorme sur les infrastructures de recharge pour les véhicules personnels et les véhicules utilitaires. Et du coup, ça va être compatible aux véhicules poids lourds. Du coup, on semble se diriger vers un déploiement massif des infrastructures de recharge pour ces véhicules-là. Quand à côté, les stations hydrogène aujourd'hui, étant donné qu'il y a peu de demandes et que la demande des poids lourds hydrogène va se structurer aux alentours de 2030 probablement, enfin, légèrement à partir de 2025, mais principalement à partir de 2030, ce sera compliqué de passer sur de l'hydrogène quand on a une infrastructure qui est toute prête sur l'électrique. Du coup, c'est plutôt sur des temps très longs si ça se développe. Je rajoute peut-être juste un point sur cette première question pour dire quand même qu'il faut vraiment que vous ayez en tête que, et ça a été bien dit dans ton intervention, la production d'hydrogène, il faut énormément d'électricité pour faire de l'hydrogène. Or, quand même, globalement, dans les 15 ans qui viennent, on va être dans un monde, en tout cas en Europe, dans lequel on va manquer d'électricité. Donc, je pense que ça amène à une lecture peut-être un peu différente de la situation. Je passe sur les questions qui sont plus relatives aux mines. Alors, sur comment est-ce qu'on peut tirer par le haut, finalement, l'industrie minière, y compris dans des pays lointains ? Donc ça, c'est une bonne question. D'abord, il faut vraiment se rendre compte que notre pays et l'Europe en particulier, au-delà de ça, a un rôle très particulier à jouer, qu'elle est en train de faire en imposant des normes environnementales et ESG au sens large qui sont extrêmement strictes et qui s'imposent non seulement à nos acteurs européens ou à ce qui est produit en Europe, mais aussi à ce qu'on importe. Donc il y a un très bon exemple qui n'est pas sur l'hydrogène, mais qui est ce qu'on appelle le passeport batterie, qui fait que, ça fait partie des slides que je n'ai pas le temps de vous montrer, mais dans les années qui viennent progressivement, les batteries qui vont être mises, qui vont être déployées en Europe, vont devoir avoir une empreinte environnementale, une empreinte sociétale de plus en plus forte, enfin de meilleure, progressivement qui s'améliore, quoi. Et ça va s'imposer aussi bien à Stellantis qui produit des voitures en Europe que à BYD, constructeur chinois, qui exporte ses voitures en France ou en Europe. Donc tout ça pour dire que voilà, ça va tirer globalement le marché et ça va imposer d'avoir des normes qui soient de plus en plus fortes, qui par rebond, si vous voulez, vont venir impacter la manière dont est extraient les matières, le cobalt en RDC, le nickel dans l'Indonésie, etc., etc. Donc je crois que c'est vraiment, voilà, ça montre l'importance du réglementaire, le rôle que ça a à y jouer. Et je peux vous dire que c'est bien compris par tout le monde. Et aujourd'hui, il y a des batailles farouches qui ont lieu, notamment à l'ISO, vous savez, la grande structure de normalisation internationale, sur ces groupes qui aujourd'hui réfléchissent sur la standardisation et les réglementations à mettre sur les empreintes environnementales des matières. Et la France est bien positionnée pour y jouer un rôle de premier plan avec ses collègues européens. Donc voilà, je crois. Et dernier point, n'oublions pas que, in fine, aussi le consommateur final a un rôle important. Encore une fois, on aura collectivement tous, je pense, demain ou après-demain, des questions à se poser sur est-ce que j'achète telle voiture, tel téléphone qui est moins cher versus tel autre qui est plus cher, mais dont l'empreinte environnementale et sociétale est meilleure. Et in fine, ça sera à chacun de faire ses arbitrages. Mais il faut avoir conscience que ce n'est pas juste votre décision propre. Collectivement, on impacte le marché et on impacte la manière dont ça structure. Dernier point sur l'empreinte minière. Donc, dans les nombreuses missions qu'on a au BRGM, il y en a une que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'on gère l'ensemble des anciens sites miniers français pour le compte de l'État. Ce n'est pas une mince affaire, ça occupe 10% de l'effectif de l'établissement. Et en fait, attention que l'empreinte minière ne s'arrête pas le jour où on arrête la mine. Et en particulier, en fonction de la manière dont ça a été conduit, mais pour les activités minières du 19e et début du 20e, qui évidemment n'avaient pas les mêmes précautions que ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça a des impacts environnementaux, des impacts sur les paysages, des impacts sur les cours d'eau, des impacts sur les risques, etc., qui sont quotidiens aujourd'hui et qui font partie donc de notre activité, nous, BRGM, que de les anticiper et de prévenir, protéger les populations. Donc voilà, c'était juste pour dire que aussi derrière cette notion de mine durable, mine responsable, il y a le fait... on ne l'a pas mentionné, mais qu'une fois que l'activité s'arrête, il n'y ait pas d'impact qui perdure ad vitam aeternam, comme on peut l'avoir aujourd'hui sur des activités qui ont été conduites différemment.
deux petits compléments sur la manière de promouvoir une activité minière responsable en dehors de la France ou de l'Europe. Une illustration, on a conduit avec des collègues de la coopération internationale allemande la reconstruction ou le remontage d'un institut des mines à Bokeh, en Guinée-Conakry. Et en formant les formateurs qui interviennent aujourd'hui dans cet institut, on contribue à redonner de la compétence aux Guinéens, dont la quasi-totalité des gisements de bauxite sont aujourd'hui exploités dans des conditions catastrophiques par des entreprises chinoises et russes. Donc, d'une manière très soft, en contribuant à redévelopper des compétences locales, on aide aussi à promouvoir nos valeurs. Sur la question de l'attachement au territoire, pour moi, l'attachement au territoire, il peut prendre des formes très différentes. On peut avoir des personnes qui n'ont simplement pas envie de mine parce qu'elles ont envie de vivre à la campagne. On peut avoir des personnes qui n'ont pas envie de mine parce qu'elles ont peur des risques. On peut avoir des personnes qui n'ont pas envie de mine parce qu'elles préféreraient qu'elles se développent ailleurs. Enfin, tous les scénarios sont possibles. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que il y a deux mensonges qu'il faut absolument éviter. Le premier, c'est celui qui consiste à dire si une mine se développe à côté de vous, ça va être forcément catastrophique, c'est incontrôlable, vous allez avoir des ruptures de barrages, toutes les rivières vont être polluées. Si évidemment l'exploitation est mal conduite, ce sera le cas. Mais on a pas mal d'exemples aujourd'hui à l'international qui montrent qu'on peut conduire une exploitation minière dans des conditions totalement acceptables, et y compris dans des environnements fragiles. L'autre mensonge, ça consisterait à dire si vous avez une mine à côté de chez vous, vous vous en rendrez même pas compte. À la fin, les arbres vont repousser et finalement, tout ça aura disparu. C'est totalement faux de la même manière que le premier élément, parce qu'une mine aura toujours des impacts, et ces impacts, ils sont sur le très long terme. Je vous parlais des déchets, ce sont des montagnes de déchets qui vont être produites, et ces montagnes de déchets ne disparaîtront pas. Donc, la bonne manière de procéder, c'est vraiment de trouver un intermédiaire, c'est de dire on a besoin de ces matières premières, ou en tout cas si on s'entend sur le fait qu'on en a besoin, alors il y a forcément des sites qui seront impactés par cette exploitation, mais les risques sont des risques industriels que le BRGM, l'INERIS et d'autres organismes de l'État sont capables de surveiller, de gérer de manière convenable. Et c'est la même chose pour les éoliennes. Personne n'est pour le développement infini des champs d'éoliennes parce que ça dégrade le paysage, mais pour autant on en a besoin, et on est capable de choisir les sites où ça aura le moins d'impact. Donc, entre pas d'impact du tout et des impacts catastrophiques, c'est sur cette ligne de crête entre les deux que nous, on peut se situer. Ouais, je rajoute juste un point rapide, rassurez-vous, juste pour dire qu'à côté de ce qu'on peut faire en normalisation, effectivement, je voulais rappeler quand même que la France est très engagée auprès des pays africains notamment pour les aider à développer une activité minière responsable et à ne plus être complètement, je dirais, dans la mainmise des acteurs qui sont plus sur le mode de la prédation, notamment les acteurs chinois. Donc il y a un très bon exemple sur la République démocratique du Congo, où le gouvernement français a signé lors de la visite d'État du mois de mars un accord de partenariat stratégique, et où on investit pour former les cadres des services publics en charge de la mine, où on investit pour développer des mines responsables, où on les forme, on les aide à développer de l'énergie décarbonée. Enfin, c'est une logique en fait de co-développement. C'est plus la mine tout seul pour extraire des ressources minérales, c'est comment j'intègre la mine dans un projet de développement global à l'échelle du pays. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes et j'ai 3, 4, 5, 6... Oh, il va falloir faire des réponses très très courtes. Alors, bonjour, pour faire court, moi c'est Sali. Je me dis, ma question est la suivante. Quel est le partage de la rente minière à BRGM, par exemple? Merci. Nous ne sommes pas opérateurs miniers, donc nous n'avons pas de rente minière, nous n'exploitons pas de mines. Nous sommes purement un établissement public qui développons de l'expertise, qui aidons à connaître le sous-sol, qui éventuellement aidons des pays ou des entreprises à développer des projets, mais nous n'avons pas de rente minière. Alors on l'a été dans le passé, mais ça s'est arrêté dans les années 90, donc il y a une trentaine d'années. Merci. Bonjour Mathieu, j'avais une question par rapport à la dernière diapo. Par rapport à l'effort de scénarisation, on a vu qu'il y avait plusieurs scénarios, ABCD, voilà. Et donc je voulais savoir quel était le critère de différenciation entre le scénario D et l'illégalité.
Oui, alors je vais. C'est une thèse. En 15 secondes, évidemment. Sinon, oui. C'est une thèse que je vais avoir du mal à résumer en 15 secondes, mais on regarde les impacts positifs et négatifs des différents scénarios. Ensuite, on pondère ces impacts par des interviews avec différentes parties prenantes. On leur demande quels sont les critères les plus importants pour elles. Et on arrive donc à une note globale en compilant tout ça, qui représente la perception par différentes parties prenantes. Ça peut être des acteurs miniers, des acteurs institutionnels, des organismes de protection de l'environnement, les populations locales, des notes qui vont qualifier ces différents scénarios. Et donc c'est sur cette base qu'ensuite on peut réunir tout le monde et discuter. Donc l'idée, c'est pas de se dire est-ce que vous voulez une mine ou est-ce que vous n'en voulez pas, parce qu'à ce moment-là, ça sera caricatural et on ne pourra pas avancer. C'est plutôt est-ce qu'on peut envisager différents scénarios, comment ces scénarios sont perçus par les uns et les autres, et est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente de telle manière que tout le monde s'y retrouve. Donc c'est pour ça que je disais scénariser plutôt que de discuter oui ou non, parce que ça, forcément, c'est une discussion qui ne trouvera jamais de réponse. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question encore? Je ne sais pas si on va pouvoir toutes les prendre. Bonjour, moi c'est Hugo. Première question sur l'augmentation de la demande en minerai en général. Vous avez parlé, je ne sais pas si c'était au cas de la France, au cas mondial, les x40 et les x20 sur le lithium. Mondial. Ok. Et du coup, c'était par rapport à ces approvisionnements-là qu'on pense pour la France, au niveau que vous dites qu'on ne va pas être souverain au niveau français, donc on va chercher en Europe et au monde. Est-ce que ça prend en compte le contexte géopolitique qui fait que peut-être tout le monde n'a pas envie de partager ses ressources? Le fait que pour une douzaine ou une quinzaine de métaux, on dépende à 100% des importations à l'échelle européenne est une vraie question de dépendance géostratégique et de notre capacité à préserver notre modèle politique et sociétal. Il faut avoir conscience de là, ça nous mène. Enfin, comme j'ai coutume de dire un peu sous forme d'une boutade, vous avez aimé le gaz russe, vous allez aimer les terres rares et la quinzaine d'autres métaux chinois si jamais il commence à y avoir des tensions sérieuses qui se mettent en place avec la Chine. On est pieds et poings liés vis-à-vis de la Chine, qui ne maîtrise pas tant que ça les mines, mais qui maîtrise complètement les industries de transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grande partie des métaux mondiaux sont raffinés en Chine. Et même les terres rares produites aux États-Unis ou le lithium qui sort d'Australie, il part en Chine. Parce que c'est les seuls à savoir le faire aujourd'hui. Donc c'est un enjeu politique, c'est un enjeu pour notre liberté, c'est un enjeu pour notre modèle, que d'être capable de relocaliser globalement en Europe, et en particulier en France, mais enfin la réflexion à l'échelle européenne, une partie de ces industries, non pas pour arrêter de commercer avec la Chine, loin de là cette idée, mais pour ne pas être 100% dépendant d'eux. Bonjour, moi c'est Félix. J'ai une rapide question. On a vu au début avec Malo qu'il va y avoir une priorisation des usages de l'hydrogène. Et est-ce qu'il va y avoir un peu la même chose du point de vue des matériaux, des matières premières, du lithium, du cuivre, en prenant en compte le pouvoir décarbonant de ces matériaux? C'est-à-dire la quantité de CO2 évitée par rapport à la tonne de matières premières utilisées. Alors, il n'y a rien de prévu à l'heure actuelle, je dirais, de manière un peu systémique. Après, il est sûr qu'il y a quand même des signaux prix ou des signaux, j'allais dire, financiers au travers des outils incitatifs que peut mettre en place l'État qui pousseront à telle ou telle solution, à ce qu'elle se développe plus vite. Mais je dirais que ce n'est pas, à mon avis, complètement encore ni arbitré ni totalement explicite. Oui, assez rapidement. Enfin, moi, j'ai présenté une méthode d'arbitrage qu'on pense pertinente, mais aujourd'hui, c'est loin d'être les méthodes d'arbitrage qui sont appliquées. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui regardent en réalité les pouvoirs décarbonants des différentes technologies. C'est pris en compte, ça pèse dans la balance, mais aujourd'hui, c'est loin d'être ce qui fait le plus gros de la balance. Il y a toutes les retombées économiques, etc., qui pèsent aussi énormément là-dedans. Du coup, c'est loin d'être si simple. Peut-être juste un point pour mentionner, il y a quand même un exercice extrêmement intéressant que je ne détaillerai pas, mais que je peux vous encourager à aller jeter un œil si vous l'avez déjà fait. C'est tout le travail de planification écologique qui a été mené par le précédent gouvernement et qui va se poursuivre, j'imagine, dans le gouvernement actuel, qui est assez impressionnant, parce que c'est vraiment, je pense, la première fois qu'on essaie, en tout cas les pouvoirs publics essaient d'avoir une vision systémique sur comment on mène une trajectoire de décarbonation ou de transition écologique en intégrant toutes les facettes. Énergétique, matière, économique, sociétale, etc. C'est un travail de fou, mais c'est un travail extrêmement utile et qui finalement poursuit un peu les idées qui avaient été lancées par le Shift Project et Carbone 4, puisque tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a de ça quelques années.
C'est ça, non? Est-ce qu'il y a des projets miniers d'extraction d'hydrogène ici en France afin d'accélérer d'hydrogène blanc afin d'accélérer la décarbonation? Et merci. Alors, comment dire? Non, vous avez tous entendu parler effectivement sur l'hydrogène, des annonces qui ont été faites sur l'Est de la France. C'est aujourd'hui alors, plusieurs choses là-dessus. Petit 1, c'est sûr qu'il y a de l'hydrogène dans le sous-sol, parce que les réactions de transformation des roches libèrent de l'hydrogène. Cet hydrogène est dissous dans l'eau naturellement, donc ça, c'est pas nouveau, ça fait longtemps que c'est connu. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il est capable, cet hydrogène, de se concentrer à certains endroits et de se concentrer soit en quantité suffisante, soit en se renouvelant, de manière à ce qu'on puisse l'exploiter derrière. Et la réponse à ces deux questions-là, aujourd'hui, n'est pas ni consensuelle, ni avérée. Donc il y a eu des premières mesures qui ont été faites dans l'Est de la France qui semblaient indiquer qu'il y avait beaucoup d'hydrogène. Je ne vous cache pas qu'on est très nombreux à être assez dubitatifs sur les résultats. Donc tout ça, il faut laisser la science avancer. Et si jamais c'est avéré, nul doute qu'il y aura des projets. Mais on est un peu en avance de phase là encore. Oui, c'est un collègue de Géoressources qui est à l'origine de la découverte avec d'autres personnes. Il est lui-même très prudent. Peut-être que l'annonce lui a un petit peu échappé. Elle a été reprise par les médias. Pour compléter ce que vient de dire Christophe Poinceau, est-ce que cet hydrogène serait exploitable avec 10 forages, 100 forages, 1000 forages? Évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes conséquences sur le territoire. Ce n'est pas les mêmes impacts, le même nombre de personnes concernées. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, j'ai des questions là-bas. Si je peux compléter la réponse sur l'hydrogène blanc, du coup, les précautions ont été prises, mais si demain on réussissait à trouver des gisements comme ceci, je pense qu'il faudrait malgré tout y aller avec d'énormes précautions. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est très très compliqué à capturer et très très dur. Du coup, je ne sais pas exactement quels sont les technos qui sont mis en place pour récupérer cet hydrogène-là. Mais il faut faire extrêmement attention aux fuites, de par l'aspect sécuritaire, mais c'est limite accessoire dans ces cas-là, mais également de par son pouvoir réchauffant. Donc il y a une notion qui a été mise en place dans les différents rapports du GIEC qui parle de pouvoir réchauffant global, donc qui compare le pouvoir de gaz à effet de serre qu'aurait un gaz comparé à du CO2. Et aujourd'hui, on sait qu'1 kg d'hydrogène émis dans l'atmosphère, même si ce n'est pas un gaz à effet de serre en tant que tel, il contribue au réchauffement climatique assez énormément. Et à 20 ans, il contribue comme 1 kg d'hydrogène, contribue comme 40-45 kg de CO2, si je ne dis pas de bêtises. Des chiffres avec des pincettes, mais c'est les ordres de grandeur qu'il faut avoir. Du coup, faire très très attention à comment sont exploitées les mines et à ne pas qu'il y ait de fuite derrière, parce que ce serait un peu un désastre écologique. Merci. Sur l'hydrogène blanc, donc Aurélien me demande de vous annoncer que le 26 janvier, on organise un webinaire comme on en a fait un le 16 décembre, si je ne me trompe pas. Et il sera consacré avec Isabelle Moretti, qui a l'air d'être l'experte en matière d'hydrogène blanc. Donc voilà, on pourra creuser, si ce n'est la terre, pour trouver de l'hydrogène, du moins la question, pour savoir ce qu'on peut en faire. Une question très rapide ici, puis après j'irai par là-bas. Alors d'abord, merci pour votre présentation. Alors j'ai surtout 2 questions. La première, c'est comment est-ce que les exploitations minières prennent en compte l'artificialisation des sols? Est-ce que, par exemple, il y a des industries, il y a eu un débat il n'y a pas longtemps, sur est-ce que l'industrie, on prenait en compte l'industrie dans l'artificialisation des sols? Et du coup, est-ce que l'exploitation minière, actuellement, elle est prise dans l'artificialisation des sols? Et la deuxième, c'est au niveau... actuellement, en fait, on n'en parle pas du tout de l'hydrogène dans l'actualité. Je trouve ça un peu aberrant. Je trouve super intéressant que vous en parliez au niveau de la Convention. Mais pourquoi on parle de l'exploitation du pétrole en France et pas de l'exploitation de l'hydrogène au niveau de l'actualité? Alors sur l'artificialisation, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de mine en France, donc pour le moment ça n'artificialise pas vraiment les sols. Par contre, est-ce que les futurs projets comme celui des Chassières seront pris en compte? J'imagine que oui. Il faut avoir en tête quand même que la mine durable de demain, c'est une mine souterraine. Hein. Ça fondamentalement c'est clair. Et y compris, on remettra un maximum de déchets dans les galeries au fur et à mesure qu'elles sont inutilisées. Alors du coup, il y a peut-être de l'artificialisation transitoire, mais l'idée à terme, c'est que ce qui reste en surface soit le minimum. Et de ce point de vue-là, l'illustration que tu mettais sur Mittersill est extrêmement pertinente.
Alors après, deuxième point, pourquoi est-ce qu'on parle de l'exploitation du pétrole et pas de l'hydrogène? Parce que l'exploitation du pétrole, ça fait, je ne sais pas combien de temps, j'allais dire 50 ans, mais c'est peut-être un peu plus qu'on l'exploite en France et que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 1% de la consommation de pétrole française est produite en France. On l'oublie, mais c'est parce qu'on a encore des ressources disponibles dans le bassin aquitain notamment. Alors que sur l'hydrogène, comme je le disais tout à l'heure, ça reste pour le moment très hypothétique et on ne sait pas encore si vraiment il y a de l'hydrogène concentré quelque part qui mérite qu'on puisse l'exploiter. Mais sinon, on en parlera le jour où c'est démontré. Bonjour. Alors, je m'appelle Oriane et j'avais une question sur les usages prioritaires de l'hydrogène. Et du coup, à la fin de votre tableau, il y avait une petite ligne sur l'équilibrage réseau, du coup, pour l'utiliser en complément aux énergies renouvelables. Et c'est la question de, est-ce que vous pensez qu'en France, on aura assez d'énergie renouvelable pour effectivement avoir besoin d'hydrogène dans ce cas-là, ou est-ce qu'éventuellement, ça sera dans d'autres pays, mais pas en France? Alors, l'équilibrage réseau, c'est vraiment un sujet qui est ultra complexe. Je ne maîtrise pas tout, mais dans les grandes lignes, moi, ce que j'en retiens, c'est que l'hydrogène va pouvoir servir à amortir le réseau en fonction des capacités renouvelables qui vont être installées. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cet hydrogène-là? On n'est pas sûr de pouvoir le... Enfin, quelle va être l'utilité de cet hydrogène une fois produit? On n'est pas sûr qu'on va le retransformer en énergie derrière directement pour le réseau électrique. On semble même plutôt dire que non. On va plutôt aller vers l'industrie. Mais ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est énormément dépendant de pas mal de choses, et notamment de la capacité d'éoliennes produites, mais aussi, par exemple, du nombre de voitures électriques qui vont être vendues, qui peuvent être un super moyen de pilotage du réseau aussi, avec ce qu'on appelle le véhicule to grid, où le véhicule électrique peut recharger aussi, enfin peut équilibrer le réseau. Du coup, c'est assez complexe et ça dépend de pas mal de choses, mais ça aura un rôle à jouer. Après, qu'est-ce que va devenir cet hydrogène derrière? C'est là toute la question. Je pense que la priorité, en tout cas vu du ministère à l'heure actuelle, c'est l'industrie d'abord. Hein. C'est-à-dire l'hydrogène qui, de toute façon, on utilise déjà aujourd'hui, qui aujourd'hui est très carboné et qu'il faut décarboner, et notamment sur la production d'acier, etc. Je vais dire, c'est la première chose qui aura un effet très concret. Hein. Et il va déjà falloir en produire un paquet, donc je pense que des usages alternatifs, c'est pas tout à fait pour demain matin. Merci. Dernière question. Bonjour Céleste. Moi j'avais une question sur, donc on parle des impacts locaux. Quelle est la place des citoyens et des citoyennes et surtout des pouvoirs publics locaux quand il y a une mine qui vient s'installer sur un territoire? Est-ce qu'il y a une possibilité d'imposer certaines contraintes sur la gestion environnementale? Enfin, est-ce que ces pouvoirs publics locaux, ils ont un mot à dire là-dessus ou c'est juste l'entreprise? Alors je vais commencer puis je vais laisser mon collègue grand spécialiste répondre. Merci. C'est rapide. Moi, c'est plutôt une question sur le prix des minerais et des terres rares. Vous avez expliqué que la demande donc, allait exploser de manière exponentielle. J'imagine que ça aura une incidence sur le prix. Et selon vous, dans votre vision des usages de l'hydrogène, quels vont être les usages qui vont être pertinents à l'aune du besoin en minerais et de leur prix? Est-ce que les usages vont être accessibles en fait, vont rencontrer une demande solvable? Alors très difficile de répondre à cette dernière question parce qu'en fait, au vu de ce que je vous ai présenté, vous devriez vous attendre à ce que les prix des matières premières s'envolent, je dirais, dans une croissance exponentielle pendant bien longtemps. Et c'est pas le cas. Parce qu'en fait, ça ne répond pas réellement à la loi de l'offre et de la demande, enfin à la loi du marché classique. Il n'y a pas un vrai marché à part pour quelques-uns des métaux. Et donc, en fait, c'est très sensible aux effets de spéculation, aux effets d'annonce. Avec des boucles de rétroaction qui sont complexes parce qu'en fait la quantité de matière disponible est fonction aussi du prix de la matière. Donc plus la matière augmente, plus le cours des matières augmente, plus il y a des réserves, donc ça le fait baisser. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas aussi simple que ça. Sur l'aspect implication des acteurs locaux, oui, tout à fait, ils sont partie prenante du processus, notamment à travers des débats publics qui sont organisés. Donc celui sur la mine des Chassières dont je vous parlais tout à l'heure va démarrer au mois de mars, avec une dimension à la fois locale et à la fois nationale, et puis avec des instances de concertation qui de toute façon maintenant sont imposées par le nouveau code minier qui prévoit une place extrêmement importante aux acteurs locaux. Oui, effectivement, la réforme du code minier récente
donne une plus grande place, un plus grand pouvoir de décision aux acteurs locaux. Mais même s'ils n'avaient pas ce pouvoir de décision d'un point de vue réglementaire, ce qu'on constate un peu partout, c'est que s'il y a une opposition locale trop forte, de toute façon, les projets sont bloqués. Donc il est dans l'intérêt de tout le monde de concevoir maintenant des projets qui soient engageants pour l'ensemble des parties prenantes et qui aillent vers une forme de co-construction. Donc je pense qu'il ne faut pas l'analyser d'un point de vue réglementaire uniquement, parce que ça, c'est le point de vue faible, mais vraiment l'analyser comme, dans la mesure où c'est perçu comme un risque aujourd'hui par les entreprises, comme une nécessité. Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose qu'on arrête sur cette dernière question. Merci à toutes et à tous. Merci à tous les trois. On me parlait d'une photo tout à l'heure, c'est ça, Aurélien? Est-ce que